Et salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans un format interview, eh bien, un Valentin peut en cacher un autre. Je vais vous présenter mon nouvel invité juste après le traditionnel remerciement des soutiens participatifs Patreon que je remercie du fond du cœur de soutenir car ils soutiennent la création de contenu indépendante et donc par quelques euros par mois ils intègrent une magnifique communauté de sportifs et de sportives dans laquelle on partage, on échange, on rigole, on a des petits coups de gueule, etc. On est une vraie communauté soudée et il se passe des choses dans cette belle communauté et je vous remercie toutes et tous de nous rejoindre toujours plus nombreuses et nombreux. D'ailleurs, à ce sujet, à la fin de cet échange, ne ratez pas un petit extrait de la visio hebdomadaire que nous avons fait ce lundi soir, ce lundi 2 décembre, et dans laquelle nous avons parlé en longueur de la Sainte-Élie. Et oui, et vous allez l'entendre, c'est parti un petit peu en cacahuète. Bon, juste avant de vous laisser profiter et de présenter mon invité, je souhaitais également vous rappeler que je suis coach et associé dans une structure qui s'appelle Expert Sport Coaching, dans laquelle nous avons uniquement des coachs professionnels et formés que nous avons sélectionnés avec soin pour vous accompagner dans le cadre de coaching à distance pour vos objectifs trailistiques, sportifs, de course à pied, triathlon, etc. Et donc rejoindre le réseau Expert Sport Coaching, c'est la garantie d'avoir des coachs professionnels, donc avec une carte pro et également de compétents et pratiquants. Donc ça ce n'est pas un détail. Et une des forces d'Expert Sport Coaching, c'est dans le cadre de cet accompagnement sportif individualisé à distance, de proposer également un débriefing hebdomadaire par visio lors duquel il vous sera possible d'échanger avec le coach sur les séances réalisées. Et donc ça, c'est une vraie plus-value dans le cadre de notre accompagnement. Donc si vous souhaitez vous faire accompagner dans le cadre de vos objectifs, rendez-vous sur www.expertsportcoaching.com et vous y trouverez tous les éléments vous permettant de choisir correctement votre coach en fonction du profil notamment. Je reçois donc dans cet épisode un Valentin et après Valentin Joachim, c'est Valentin Orange que j'ai décidé de recevoir. Alors oui, hasard du calendrier, j'ai enchaîné deux épisodes sous format interview. Ça va ravir celles et ceux qui apprécient ce type de format. Et Valentin Orange est également une personne qui a un peu le même profil d'ailleurs que Valentin Joachim, qui est un athlète de très bon niveau, trail ultra trail, et qui a également la particularité d'être producteur de contenu vidéo notamment avec une chaîne YouTube et à son actif de nombreux documentaires et notamment Contre la montre, le documentaire sur le tort des glaciers de Perrine Fage dont on avait parlé avec Perrine lorsque je l'avais reçu dans un épisode. Donc nous allons parler avec Valentin de son historique sportif, de son expérience en Asie, qui compte beaucoup pour lui, et puis également de son métier de créateur de contenu. Et puis voilà, on va balayer assez large. J'espère que vous apprécierez cet échange avec mon invité, que je remercie du fond du cœur d'avoir partagé tout ce temps avec nous. Je vous laisse profiter de cet échange avec Valentin Orange. Bonne écoute. Salut Valentin, je suis vraiment très très heureux de te retrouver au micro du Let's Try Podcast. Comment vas-tu ? Salut Nicolas, écoute, merci pour l'invitation, ça va plutôt bien aujourd'hui. Alors on va un petit peu introduire notre échange pour expliquer pourquoi on se connaît et pourquoi j'ai souhaité t'inviter dans le podcast. On s'est croisés pour la première fois lors du défi de Théo Bourdarel sur le défi des 13 sommets, que je salue d'ailleurs Théo, et c'est toi qui étais aux manettes pour réaliser le documentaire pour ce défi des 13 sommets. Et du coup on avait échangé avec toi et tes équipes à l'arrivée de ce défi. Exactement, on s'était rencontrés sous le beau soleil de Ventabren dans ton pays. Nous on était un peu fatigués là, je crois qu'on n'avait pas dormi depuis ça faisait 40 heures je crois qu'on était debout, donc ouais, c'était la fin du tournage, c'était la fin d'un gros week-end, mais voilà, c'était super sympa.
On reparlera de tout ça d'ailleurs. On parlera de où ça en est, où en est ce documentaire, où est-ce qu'on va pouvoir aller le visionner. Puis tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé quand même aussi, pour qu'on recoupe, qu'on ait un petit peu le point de vue aussi. On a eu le point de vue de Théo, l'acteur, et puis on va avoir le point de vue du réalisateur et du producteur du film. Donc c'est cool. Et puis tu as réalisé aussi un documentaire qui s'appelle Contre la montre avec Perrine Fage, que j'ai reçu, et on en a parlé en longueur avec Perrine. Donc toi t'es spécialisé aujourd'hui dans la production de contenu sur les documents, les docus assez longs, quoi. C'est ça. En fait, ça fait 6-7 ans que je suis à mon compte en tant que vidéaste et photographe. Donc je fais essentiellement de la vidéo, mais je fais aussi de la photo. On va dire 80% de mon activité, c'est de la vidéo. Mm-hmm. Et en fait, depuis 2-3 ans, je me suis vraiment spécialisé dans la création de contenu trail, sport outdoor, mais plutôt trail. Et en fait, j'ai eu la chance, l'occasion, l'opportunité de réaliser plusieurs documentaires, notamment celui que tu viens de mentionner, donc Contre la montre, sur le tort des glaciers de Perrine. Donc ça, c'était l'année dernière. On a eu la chance d'avoir un prix au Festival du Trail fait son cinéma. Donc ça, c'était une super expérience. J'ai aussi cette année sorti un docu un peu différent. Donc habituellement, je fais plutôt des suivis de courses ou suivis d'athlètes. Et cette année, l'année dernière et cette année, à cheval sur 2 ans, j'ai suivi Sangue Sherpa, donc un coureur d'ultra trail assez connu pour enchaîner les courses plus longues les unes des autres. Et en fait, voilà, j'ai fait un documentaire un peu plus long de 52 minutes sur sa vie. Donc ça, c'était aussi dans mon actualité. On a fait quelques sorties au cinéma. Donc ça, c'était chouette. C'était une belle expérience aussi. T'as réussi à suivre Sangue Sherpa Ça n'a pas été compliqué? C'était assez compliqué. C'est surtout suivre quand son calendrier qui est compliqué. C'est exactement ce que je vous entendais. Pour ceux qui connaissent pas, Sangue Sherpa est quelqu'un qui court énormément d'ultra trail dans l'année. Combien il en a couru cette année? Alors cette année, je peux pas te dire exactement parce que j'ai pas regardé la liste, parce qu'il faut vraiment regarder la liste. Il faut compter. L'année dernière, j'avais compté, il avait fait 23 ultra trail sur l'année, donc il y a 52 semaines. Donc voilà, c'est à peu près un toutes les 2 semaines, c'est quand même un toutes les 2 semaines. Mais il avait surtout fait une série de 10 ultras en 11 semaines. Avec donc des courses qui vont de 100 à 170 km, mais c'était plutôt du 170 km. Et puis avec des voyages, il en avait fait un en Indonésie. Dans cette série-là, il y avait aussi des voyages, donc ça impliquait, des déplacements. Il sortait de l'avion, il allait courir, il remontait dans l'avion, etc. Donc voilà, c'est un ovni dans le monde du trail et c'était assez particulier de suivre. Moi, je l'ai suivi pendant 8 mois. On a passé 1 mois au Népal ensemble. Je l'ai suivi sur quelques courses en Thaïlande, au Vietnam, en France, en Suisse. Donc c'était au-delà du documentaire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'entrevue, mais moi, ce que j'adore aussi, c'est que je rencontre des gens et je rencontre aussi. Il y a aussi des histoires à côté du documentaire et ça c'est chouette. Eh bien, écoute, parfait. Je crois que tu nous as fait une belle introduction. On va avoir du grain à moudre et puis après on va aussi parler de ta pratique sportive, hein, parce que tu évolues quand même à un bon niveau en trail et en ultra trail. On en parlera aussi. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais, Valentin, s'il te plaît, en quelques mots et en essayant de mettre de côté un petit peu l'aspect trail, te présenter? Qui es-tu? Oui, alors je vais essayer de pas parler de trail. Donc je m'appelle Valentin Orange, j'ai 33 ans, je suis originaire de Normandie, je suis originaire de Cherbourg, à côté de Cherbourg. J'ai grandi à côté de la mer et puis je me suis expatrié pendant une petite dizaine d'années en Asie, notamment au Vietnam où j'ai posé mes valises en 2015. Je me suis marié avec une Vietnamienne et donc c'est là-bas que j'ai commencé ma pratique sportive, mais c'est aussi là-bas que j'ai commencé la photo et la vidéo. Mmh. Et donc voilà, depuis 2019, je suis à mon compte en tant que photographe et vidéaste. Et puis je me suis réinstallé en France là, début d'année 2024. Je me suis installé du côté d'Annecy, à l'Échaud, col de l'Échaud pour ceux qui connaissent. Voilà, je me suis rapproché des montagnes pour le côté pro et puis aussi le côté perso. Parfait.
Bon, ça c'est une super présentation. On va voir on va avoir du grain à moudre avec toi, hein, avec tes multiples casquettes et ton histoire de vie qui est déjà assez chargée. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu nous l'as un peu dit, hein, Cherbourg, Normandie, je crois que c'est la région de Blandine, ça, il me semble, non? Ah, Blandine, je crois qu'elle est plutôt de Caen. Ah, de Alors, Caen. oui, pour Exactement. toi, c'est quasiment pareil, hein, mais oui, ou Alençon même. Je crois que c'est Alençon, donc c'est dans l'Orne. Mais je l'ai jamais côtoyé. Enfin, on s'est jamais croisé. Moi, je suis plutôt de la région de Yannick Noël, alors, D'accord. qui commence à se faire un nom. Oui. Alors, il mériterait d'être plus connu. Moi, je suis son premier supporter et je milite pour qu'il soit plus connu. Mais bon, lui, il a pas trop envie. Mais voilà, on habite vraiment pas très loin de l'un de l'autre et on a eu l'occasion de courir ensemble quelques fois. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'environnement dans lequel tu as grandi? Donc, au bord de la mer, pourquoi tu précises immédiatement au bord de la mer? C'est quelque chose qui tient à cœur, cette notion de proximité avec l'eau? Bah, en fait, c'est rigolo parce que vraiment, mes parents habitent une maison, je crois que je mets 20 secondes à aller à la mer, quoi. Faut traverser la route et on est en bord de mer. Et en fait, j'ai grandi au bord de la mer et je me suis jamais vraiment pris de passion. Enfin, j'ai jamais vraiment, euh, pratiquer de sport nautique ou quoi que ce soit, et c'est un peu un comble parce que j'avais vraiment la mer en face de chez moi. Mais par contre, c'est quelque chose enfin voilà, quand je rentre chez mes parents, etc., j'apprécie le fait d'être en bord de mer. Je pense que on se rend pas compte quand on grandit à côté de la mer, mais c'est quelque chose de particulier quand même d'avoir un grand espace comme ça à côté de chez soi. Mais mais en tout cas, enfin voilà, mon enfance s'est passée quand même à l'extérieur, hein, comme voilà, je suis un auditeur régulier de tes podcasts et c'est souvent ce qui ressort dans tes interviews, dans tes interviews. Et donc voilà, enfance sportive, j'ai fait beaucoup de foot quand j'étais petit. J'ai joué au foot jusqu'à ce que je parte à l'étranger. Et j'ai pratiqué plein de sports différents, mais du tennis de table, du tennis, la natation, etc., la lutte. Ouais. La lutte. Ouais, la Gréco-romaine. lutte. Non, alors, je me souviens plus. Il y a deux types de lutte. Alors, je suis pas Je crois que c'est spécialiste. l'autre. Ouais, j'ai oublié. C'est rigolo, c'était ma mère, je crois que quand j'étais ado, elle m'a dit, ce serait bien que tu fasses un sport de combat, peut-être qu'elle me trouvait trop frêle. Mais ça m'a pas réussi, hein. C'était une catastrophe. Et puis, il y a rien qui est resté de la lutte. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Là, d'ailleurs, ce que tu as dit, le fait que tu étais à l'extérieur souvent. Alors, on va peut-être dire que je radote un petit peu sur ce sujet-là, mais je pense que c'est quand même un sujet de santé publique et d'actualité. J'ai vu là sur une émission récemment, je crois que c'était les maternelles, où en gros titre, l'intervenant disait les enfants ne sortent pas assez. Et ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit il y a quelqu'un enfin qui prend le sujet dans une émission un peu à grand public. Et je pense. Bon, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr que les enfants ne sortent pas assez. Mais ça m'a fait plaisir de voir que voilà, on commence à en parler sur des médias un peu mainstream. Moi, je suis vraiment intimement persuadé si on continue comme ça sur la notion de dépenses physiques et du fait que nos gamins soient trop enfermés. Et je suis papa, hein, donc j'ai été aussi dans ces travers-là. Toi, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, le fait d'avoir cette liberté qu'on a beaucoup, que nos gamins aujourd'hui ont beaucoup moins? C'est quelque chose qui t'a construit? Ben oui, alors forcément, ça fait peut-être un peu réac de dire ça. À l'époque, moi j'ai grandi dans les années 90, peut-être qu'on avait moins. Enfin voilà, je me souviens qu'il fallait que je demande à mes parents pour allumer la télé. Les dessins animés c'était que le matin, donc forcément maintenant on a accès à tout. Enfin ça attire beaucoup plus les enfants, les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est sûr que et les jeux vidéo, ça incite pas à aller dehors. J'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, voilà, mes parents, en tout cas moi, mon éducation, c'était faut aller jouer dehors, faut profiter du temps et de profiter de l'extérieur, même si chez moi c'était pas forcément c'était un peu compliqué l'hiver. Mais après, je sais Il y a pas. pas de mauvais temps avec des mauvais vêtements. C'est ça qu'on dit. Exactement, ouais, exactement. Après, moi, j'ai pas d'enfant, je sais
bon voilà, il y a des enfants autour de moi dans mon entourage et tout, mais c'est difficile d'avoir un avis. Alors forcément, moi, je prône les sports d'extérieur, je prône la vie dehors, bricoler, faire des cabanes, etc. pour les jeunes. Hein. C'est sûr que c'est bien mieux que d'être sédentaire et de rester à la maison. Après, c'est aussi, je pense que si on demande aux générations précédentes, ils vont dire que notre génération, elle était beaucoup plus à l'intérieur. Enfin voilà, passer du temps à l'intérieur, à jouer aux jeux vidéo, sur les écrans, etc. Donc c'est difficile d'avoir un jugement là-dessus. Ouais, complètement. En tout cas, moi, pour redonner un peu mon expérience là-dessus, dans la communauté des soutiens participatifs du podcast, notamment suite à l'épisode qu'on avait fait sur Travailler jeune avec le regretté Pascal Balducci, où on avait un peu dédramatisé les efforts physiques pour les jeunes. Voilà, il y a quelques parents de la communauté qui ont un peu lâché la bride un petit peu sur ces aspects-là. Et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, notamment sur les aspects physiques et tout, il y avait quand même beaucoup de barrières qui étaient mises, et que les gamins, à partir du moment où on reste dans un cadre de jeu, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien, et on a des gamins qui sont quand même qui ont quand même des capacités insoupçonnées. Toi dans ta pratique, dans ta vie de quand t'étais gamin, tu faisais des virées solo. T'avais des frères, des sœurs, ou t'étais seul? Ouais, j'ai un petit frère et une grande sœur. Après, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un petit village de 1000 habitants où on avait une bande de copains et on se retrouvait souvent pour jouer au foot, pour jouer dehors, etc. Il y avait un petit city stade où c'était vraiment le point de rendez-vous pendant les vacances et puis les jours où il n'y avait pas école. Et c'est vraiment un truc, enfin voilà, dès que j'ai eu l'âge de faire du vélo, j'adorais y aller parce que c'était cool, ça permettait de voir les copains. On avait en plus, voilà, le village était plutôt agréable pour faire toutes ces activités-là. Alors c'est sûr que quand on grandit en ville, quand on est dans un bâtiment ou quand on est, voilà, on n'a pas forcément accès à tout ça, c'est plus compliqué. Mais enfin moi je sais que j'adorais jouer dehors. Mes parents nous laisser, même si on a fait quelques bêtises, nous laisser jouer dehors, et c'est clair que ça a façonné ma personnalité. C'est quoi la course à pied pour toi quand t'étais jeune? J'ai commencé à faire du foot très tôt, et c'est marrant parce que quand on fait du foot, on voit souvent il y a une piste d'athlée autour du terrain, et moi tous mes potes, mes coéquipiers, ils se moquaient en fait des gens qui faisaient de l'athlé. C'était vraiment, il y avait une espèce de ouais. Toi, tu te moquais pas, toi? Et moi, en fait, je disais rien parce que je me souviens. Non, mais c'est rigolo parce que je me souviens encore des gars dire ils courent autour du terrain, ils abîment le terrain parce qu'en plus ils faisaient lancer de javelot, lancer de poids, et que ça faisait des trous dans le terrain. Et moi, je disais rien parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours aimé courir, et c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais je me souviens. Comment? Tu comprenais, tu les comprenais. Bah ouais, et je pense qu'il y avait une côté de moi qui avait peut-être envie d'aller les rejoindre, j'en sais rien. En tout cas, j'ai jamais fait d'athlé, j'ai jamais couru, je crois que j'ai jamais même mis les pieds sur une piste d'athlé pour courir. Mais voilà, j'ai toujours eu un rapport, j'ai toujours eu de l'attirance vers la course à pied. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce qui t'a amené de cette enfance jusqu'à ce départ au Vietnam? Est-ce que tu peux nous dépeindre un petit peu le déroulé de ton histoire, et qu'est-ce qui a permis cette découverte de ce pays? Maintenant que j'ai du recul, c'est plus facile de faire l'analyse. Alors j'ai fait mes études étaient assez chaotiques dans le sens où j'ai fait une première un DUT technique de commercialisation pendant 2 ans, et puis en fait à la suite de ça j'ai été embauché dans un magasin de vêtements. On m'a proposé ça, j'avais pas forcément envie de faire des longues études, donc j'ai accepté. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 1 an dans un magasin. Ça m'a pas plu du tout. C'était un peu compliqué. J'ai senti que c'était pas ma voie. Donc j'ai repris mes études après 1 an. Et là, je me suis spécialisé dans le tourisme. Donc j'ai fait une licence pro tourisme.
Et en fait, pendant cette licence, ben, ça m'a un peu passionné. Je me suis passionné par le tourisme. Je me suis retrouvé entouré de gens qui aussi étaient passionnés par le tourisme, et ça m'a donné envie de voyager. Je me suis aussi rendu compte qu'il fallait que j'apprenne une langue étrangère si je voulais travailler dans le tourisme. Et donc, à la suite de cette licence, je me suis dit bon, allez, faut que je fasse une expérience à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des Erasmus. Moi, c'était un peu plus compliqué parce que, enfin, c'était pas compliqué, mais vu que j'allais pas faire de master l'année d'après, ben, j'ai décidé de suivre un ami qui lui allait faire une année d'Erasmus en Corée du Sud. Et je lui ai dit, peu importe où tu vas, je vais te suivre. Et donc, on est partis tous les deux à Busan, en Corée du Sud. Donc, on a passé un an là-bas. J'ai donné des cours de français, j'ai fait des petits boulots et ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Alors, ça fait souvent sourire les gens quand je dis que j'étais apprendre l'anglais en Corée du Sud, mais au final, voilà, j'étais entouré de plein d'étudiants et tout, donc c'était vraiment cool. Et pendant un an, enfin, voilà, j'étais étudiant sans étudier et c'était vraiment chouette. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à courir parce que j'ai arrêté le foot, et puis je faisais plus de sport. Et en fait, le sport le plus simple à pratiquer quand on n'est pas chez soi et quand on ne peut pas faire partie d'un club ou d'une association, c'est d'aller courir. Donc, je me suis acheté une paire de running, comme on disait à l'époque, et et puis j'ai commencé à courir. Et donc, à la suite de cette année, je suis rentré en France et je voulais absolument partir à l'étranger. Je savais pas trop ce que j'allais faire en France, donc j'ai postulé à droite à gauche et j'ai eu la chance d'être pris pour un service civique à Hanoï au Vietnam. Donc ça nous amène en 2015, été Alors, 2015. Un service civique, tu peux préciser un petit peu dans quel cadre c'est le service civique en France? Alors, le service civique, il y a deux types de service civique. Il y a le service civique classique et il y a le service civique international. Donc, le service civique, c'est travailler, en fait, c'est un contrat spécial mis en place par l'État pour pouvoir travailler dans des associations. Et il y a quelques services civiques internationaux. Donc, c'est pour travailler pour des ONG françaises à l'international. Donc, il y a très peu d'offres, mais beaucoup de demandes. Et j'ai eu la chance d'être pris pour un an dans une ONG à Hanoï au Vietnam. Et donc, je suis parti pendant un an là-bas. Quelle année? En 2015. Ok. Oui, tu l'as dit en début, pardon. Ouais. 2015 et la personne qui m'a recruté, c'est devenu un très bon copain, c'est même devenu mon témoin de mariage. Donc c'était une très belle rencontre. Il a un petit peu changé ma vie dans le sens où, il m'a fait découvrir plein de choses. Et donc je suis tombé amoureux du Vietnam, je suis tombé amoureux de la ville d'Hanoï et j'ai prolongé un petit peu mon séjour. Je suis parti voyager 2 mois en moto tout seul. J'ai fait tout le tour du Vietnam et du Laos après mon service civique. Je suis rentré en France fin 2016, pardon, sans trop savoir quoi faire. Là, c'était une année un peu de transition, un peu particulière. J'ai bossé à Decathlon, j'ai donné des cours d'anglais à droite à gauche, donc je savais pas trop où est-ce que j'allais. Donc là, j'ai décidé de reprendre mes études pour la deuxième fois, donc après 2 pauses assez longues. Donc j'ai repris un master à Toulouse dans le tourisme. Et de ce master, donc c'était 2 ans où j'avais beaucoup de stages à faire. J'ai eu l'occasion de partir quelques mois dans la forêt amazonienne brésilienne pour une agence de voyage. C'est là où j'ai vraiment commencé ma carrière de vidéaste parce que j'ai proposé en fait à cette agence de faire des vidéos. Et donc en fait ils m'ont embauché en tant que stagiaire, mais j'étais vidéaste et photographe pour l'agence. Ça s'est super bien passé. Je suis rentré terminer mon master. Entre-temps, j'ai fait un autre stage en Birmanie où j'étais aussi pareil pour une agence de voyage à faire du contenu photo-vidéo. Et mon stage de fin d'études à la fin de mon master, je voulais absolument retourner au Vietnam, donc j'ai tout fait pour être embauché dans une agence de voyage en tant que photographe et vidéaste à Hanoï au Vietnam. Et donc là, je suis revenu au Vietnam pour faire mon stage et puis je suis resté après parce que j'ai rencontré ma femme, il y a eu le Covid et ça m'a forcé entre guillemets à rester pendant quelques années au Vietnam. Alors ouais, condensé de vie là. Ouais, c'est dur à suivre. Ouais. Non, c'est pas dur à suivre, c'est juste qu'on se rend compte que voilà, t'as pas chômé. Hein. Bon après, un travail dans le tourisme, c'est aussi un peu normal. Pourquoi on a bien compris que pour toi le Vietnam ça a quand même une importance très particulière, mis à part le fait que tu es marié à une Vietnamienne. Mais pourquoi ce pays a une importance telle pour toi?
Bah, c'est une bonne question. Alors, je suis arrivé là-bas par hasard, hein. Voilà, j'ai postulé pour ce poste et je connaissais pas, hein. J'avais déjà voyagé en Thaïlande, j'avais voyagé aux Philippines, mais j'étais jamais allé au Vietnam. Après, j'ai toujours eu une attirance pour l'Asie. Quand j'étais en Corée, quand j'ai eu l'occasion d'aller justement en Thaïlande et aux Philippines, et j'ai vraiment, enfin, il y a une vraie différence entre l'Asie du Nord et l'Asie du Sud-Est, et c'est vrai que quand j'étais en voyage là-bas, je me sentais vraiment bien. Et puis, une fois que j'ai posé mes valises au Vietnam, je me suis vraiment très bien intégré et j'ai adoré en fait ma vie à Hanoï pour plein de raisons. Hein, enfin, on peut les énumérer. Hein, il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients aussi d'habiter là-bas, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. La facilité de la vie, le coût de la vie, l'ouverture, les voyages qui sont vraiment faciles à effectuer. Il y a des très beaux paysages, la nourriture est excellente. Enfin voilà, les gens sont sympas. Il y a plein de choses comme. Tu parles d'une différence Asie du Nord, Asie du Sud, tu peux préciser? C'est vraiment peut-être très différent, c'est-à-dire que l'Asie du Nord, c'est le Japon, la Corée, Taïwan. On peut même englober, bon, c'est pas forcément au nord, mais Hong Kong. C'est des pays qui sont très modernes. C'est des cultures qui sont très marquées, très fortes et qui, enfin voilà, ils vivent vraiment dans leur monde. La Chine aussi, hein, bien entendu. Là où l'Asie du Sud-Est, ben, c'est encore déjà le niveau de vie est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus roots. Il y a, enfin voilà, c'est vraiment des modes de vie complètement différents. Là où la Corée et le Japon, enfin voilà, on est dans des pays très 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 modernes, à la pointe de la technologie, alors que l'Asie du Sud-Est, ça se développe. Hein, c'est des pays en voie de développement. Hein, le Vietnam s'enrichit beaucoup, mais ça reste très différent de l'Asie du Nord. Pour parler de l'aspect création de contenu, et c'est là où on voit que ça prend un peu son ancrage. Tu parlais de ce stage au Brésil. Tu dis ça de manière un peu rapide, c'est-à-dire ouais, j'avais envie de faire de la vidéo. Ils m'ont embauché pour ça. On est d'accord que ton amour de l'image, ton amour de la vidéo, ça venait d'un peu avant, ou ça a été une révélation du jour au lendemain? Non, j'y crois pas quand même. Non, bien sûr, ouais, c'est vrai que j'ai pas abordé le sujet, mais bon, j'ai jamais été enfin voilà, quand j'étais petit, la photo, c'est quelque chose qui m'intéressait pas forcément, mais voilà, mon premier voyage, c'était un voyage familial en Polynésie française à Tahiti. J'avais un oncle qui habitait là-bas et en 2013, on est tous partis avec ma famille. Et pour l'occasion, je me suis dit, ça serait cool d'acheter un appareil photo, donc je me suis acheté un réflexe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo. Alors j'y connaissais rien, je prenais des photos en mode automatique et bon voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai fait mes gammes et pendant longtemps je m'étais même pas intéressé trop à la photo. Je me disais toujours il faut absolument que j'apprenne un petit peu les bases de la photo, mais je pense que j'avais la flemme et je l'ai pas fait. Et en fait quand je suis parti en Corée, je suis parti donc avec mon ami Alexis là qui lui avait une GoPro et c'est là où on a commencé à faire des vidéos. Ensuite, je me suis acheté une GoPro et j'ai commencé à faire des vidéos de mes voyages. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher à ça. J'ai oublié aussi de préciser que avant de tous ces voyages, etc., quand je jouais au foot dans mon club, j'étais le community manager avant que ce métier existe. J'avais créé le site internet, etc. Ça, c'était à la fin des années 2000, ouais, autour des années 2010. Et on avait commencé à filmer les matchs et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers montages. Je faisais des montages vidéo. Alors je sais même plus avec quoi on filmait. On avait des vieux caméscopes. À l'époque, il y avait vraiment. Enfin, ça a beaucoup évolué depuis, mais voilà, c'est comme ça que j'avais touché un peu au montage. Je faisais du contenu, etc. Puis après, avec mes voyages, j'ai commencé à filmer avec la GoPro, comme beaucoup de vidéastes. Hein, il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai acheté du matériel. J'ai amélioré mes compétences, je me suis formé sur Internet, etc. Et puis jusqu'à 2017 où je me suis senti capable de proposer mes services en tant que, à l'époque je n'aurais pas dit vidéaste, mais je leur disais que j'étais capable de faire des vidéos, donc si ça les intéressait, je peux faire ça. Et en fait, le gros avantage que j'ai eu par rapport à d'autres qui ont commencé leur métier, je veux dire en France ou ici, moi j'avais la bonne excuse du stage, donc c'est-à-dire que j'étais embauché en tant que stagiaire, donc je coûtais pas grand-chose à l'entreprise.
Et moi, je pouvais me former et m'entraîner dans des lieux incroyables. J'étais en forêt amazonienne brésilienne. On était sur un bateau pendant 10 jours, coupé du monde. Enfin voilà, ou même en Birmanie. Enfin, c'était génial et j'ai pu me former sans la pression enfin voilà, vu que j'étais stagiaire, j'avais toujours cette excuse-là pour dire que voilà, si mon travail n'était pas bien, j'étais que le stagiaire. Et ça m'a permis vraiment de me former. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Hyper intéressant ce que tu dis. C'est souvent le cas, hein. C'est-à-dire qu'on voit, moi je pense à Justin Galland, Ouais. qui est un peu dans ce cas-là. Simon aussi Duguay il me semble aussi dans la même situation. C'est-à-dire que bah, vous êtes des autodidactes, clairement. Est-ce que je vais te poser la question parce que moi pour être un peu dans le milieu beaucoup dans le milieu du sport aujourd'hui, il y a quand même beaucoup un peu le syndrome de l'imposteur qui vient se mettre un petit peu toujours au milieu. Est-ce que en n'ayant pas une formation dans les règles de l'art, on va dire, est-ce que on n'a pas toujours un peu tendance à se dire je suis peut-être pas légitime ou moins légitime que quelqu'un d'autre? Ah, complètement. Bah, ça, je pense que on l'a tous et même encore maintenant, hein. C'est vrai que, et c'est c'est aussi, je pense que c'est bien aussi de l'avoir parce que ça permet de toujours se remettre en question et d'essayer de s'améliorer, et de s'inspirer des autres. Mais oui, non, c'est clair que le syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours eu. Enfin voilà, on trouvera toujours meilleur. On se dira toujours qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux que nous. Et moi, plein de fois, hein, quand j'arrive face à un client, je me dis mais qui je suis pour proposer tel tarif pour tel service? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va plaire, etc. Donc ouais, non, on se remet en question tout le temps. Et c'est clair que le syndrome de l'imposteur, on connaît. Ouais. Après, on est dans une époque où on peut, comme tu le disais, tu l'as dit à très juste titre, on peut se former de manière très très approfondie avec tous les supports de formation, que ce soit YouTube, tous les supports accessibles publiquement et tout. Et c'est vrai que en définitive, parfois, un autodidacte très motivé peut acquérir peut-être plus de connaissances que quelqu'un qui fait une école. Et puis aussi cette notion, moi tiens, allez, je vais parler de quelqu'un que je connais qui s'appelle Benjamin Burle, qui est Patreon, qui fait partie des gens qui ont ce don qui ont l'œil pour la photo, l'œil pour l'image. Il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on pourra les former 3 ans avec des diplômes à bac+5, mais qui n'auront pas l'œil. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que je viens de te dire? Ah, bah, c'est clair, c'est sûr que il y a une part de talent. Moi, je veux pas dire que j'ai du talent, mais il faut, comme tu dis, tu donnes un appareil photo à n'importe qui, tout le monde n'est pas capable de faire, tout le monde ne s'appelle pas Alexis Berg. Il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est l'accessibilité et la réduction enfin le matériel qui coûte beaucoup moins cher qu'avant. Là maintenant, c'est quand même assez accessible. Un drone ou une caméra, on va dire entrée de gamme, est beaucoup plus accessible qu'il y a 10-15 ans. Et c'est sûr que ça change complètement, hein, quand on voit maintenant une personne qui est capable de faire du contenu aérien, faire des prises de vue drone en montagne, etc. Là où il y a 15 ans, il fallait un hélicoptère pour filmer l'UTMB, c'est sûr que ça a changé aussi les choses. Complètement. Hyper intéressant. On va en revenir après un peu plus en détail sur cet aspect création de contenu, etc. dans le cadre de tes les réalisations que tu as effectuées. On va passer un petit peu à la partie sportive et trail. Tu disais que c'est en Corée du Sud que tu as commencé à courir, un peu comme beaucoup, hein, par manque de temps, par envie de reprendre une activité physique, et donc J'ai cru que tu allais dire que comme beaucoup de gens ont commencé en Corée du Sud, non, mais non. Je pense pas. Non. Non, ça, tu dois faire partie des rares qui ont commencé en Corée du Sud. La première question que je te pose, c'est t'as commencé à quelle année? Donc en 2015? Non, avant. 2000. Ouais, alors mon premier dossard, c'était fin 2015. Donc cette période-là, c'est quoi pour toi le trail? Quand tu commences là au début? Ah, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Pour moi, c'est la course à pied. Alors, je savais qu'il y avait des courses. C'est marrant parce qu'avant, je m'étais toujours dit un jour je courrais parce que je savais que voilà, j'avais un peu d'endurance au foot. J'étais feignant, mais par contre, j'avais de l'endurance. Mais voilà, le trail, pour la petite histoire, j'ai pris un premier dossard pour le semi-marathon de Hanoï, donc fin 2015. Donc, je venais d'arriver au Vietnam. Et je demande à mes potes, j'avais des potes qui couraient, je leur dis mais c'est quoi un temps, voilà, enfin, pour quelqu'un qui est sportif mais qui a jamais fait de semi-marathon. Alors ils m'avaient tous dit ouais, si tu fais 1h45 c'est bien et tout. J'avais mis 1h31, donc j'étais super content. Et dans le petit sachet qu'on donne quand on va rechercher son dossard là, dans le petit sac, il y avait un prospectus. Et dans ce prospectus, il y avait, c'était le prospectus d'une course qui allait avoir lieu 8 mois plus tard, qui s'appelle Vietnam Mountain Marathon, qui est la plus grande course au Vietnam. Et je me suis inscrit pour cette course pour le 42 km sans savoir ce qu'était le trail. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser à voir les premières vidéos de l'UTMB, de Kilian Jornet, etc. Mais avant ça, j'avais aucune idée de ce qu'était le trail. 42 km et 2100 de dénivelé. Effectivement. Bien joué. En 2016, j'ai les résultats sous les yeux, c'est facile, hein. J'ai pas appris par cœur. Effectivement, septembre 2016, tu finis 27e, a priori, non, 28e sur 400 à peu près. Donc première expérience de trail au Vietnam en 2016 dans un gros événement. Ça ressemble à quoi un gros événement de trail au Vietnam? Alors à l'époque, c'était pas aussi gros que maintenant. Maintenant, c'est 7-8 000 coureurs, je crois. VMM, c'est la plus grosse course au Vietnam. C'est la course historique. C'est un peu le petit UTMB. Okay. À l'époque, je pense qu'il y avait moins de participants, mais c'était quand même assez gros. Il y a beaucoup de coureurs des pays voisins qui venaient, notamment la Thaïlande, parce que je crois que c'était la première édition où il y avait un 100 km. Et c'était le premier 100 km du Vietnam. Moi, j'avais très peur parce que, en fait, comme je te disais, je connaissais pas le trail. Je m'étais entraîné de mon côté. L'été au Vietnam, il fait hyper chaud, hein, il fait 48, 50 degrés, donc avec beaucoup d'humidité et tout, donc c'est super dur. Et en fait, j'avais trop peur parce que je voyais que les barrières horaires, je crois que la barrière horaire c'était 15 heures, et je m'étais dit mais comment je vais faire quoi, si je passe 15 heures à courir? Alors je m'étais fixé 12 heures. Puis finalement, j'ai mis 6h30, donc c'était plutôt pas mal. 6h18 même. 6h18. Et du coup, je connaissais rien. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu plein de gens avec des chaussures, des chaussettes de compression, etc. Blanche, je découvrais tout ça. Des chaussettes de compression blanches et tout blanc. Ah, je sais pas si c'était l'époque. Ouais, mais enfin, au Vietnam, peut-être pas que Salomon avait peut-être pas exporté ses compressions blanches. Mais vraiment, pour moi, je découvrais un nouveau monde. Enfin, j'avais aucun ami coureur. Mm-hmm. Tous les jours, j'apprenais de nouvelles choses. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à regarder des vidéos et tout, mais t'arrives sur une autre planète, quoi, la planète trail. Exactement. Et j'avais peur. Là, j'avais aussi le syndrome de l'imposteur parce que je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Je voyais ces gens là avec ces gros mollets là et c'était rigolo. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et en fait, depuis ce jour-là, donc c'était, il me semble que c'était 18 septembre 2016. 24. Ah mince. Du coup, j'ai jamais arrêté de courir. Et donc toi, si on regarde ta fiche un petit peu UTMB, alors il y a dû peut-être en avoir entre-temps, hein, entre le 24 septembre 2016 et en juin 2018, où tu fais, faudra que tu m'expliques un peu mieux là, mais le Gavarni Trail, 75 km. Ouais, une erreur là. Ouais, et je vois je vois une première position. Alors c'est quoi cette course là? C'est une erreur. Du coup, il y avait pas mal de courses il y a plein de courses qui n'apparaissent pas sur mon pédigré parce qu'au Vietnam, ils ont découvert ITRA et UTMB très tard, donc il y a beaucoup de courses qui n'étaient pas enregistrées. Mais non, Gavarni Trail, en fait, c'est une course qui s'est pas très bien passée et en fait, il y a eu un orage et ils ont arrêté la course pendant la course et du coup, pour la petite histoire, j'ai couru toute cette course-là avec un ami maintenant qui s'appelle Samuel et avec qui je travaille sur tous mes projets, qui fait de la photo. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur une course où ça s'est très mal passé, c'est-à-dire qu'on a été arrêtés au milieu de la course et ils ont tous mis premier, je crois. Mais voilà, ça m'a permis de rencontrer Samuel avec qui j'ai fait le documentaire sur Perrine, etc. Donc bon, voilà. Mais voilà, j'ai pas gagné en tout cas.
Ok. Donc du coup, si on revient un petit peu en arrière, excuse-moi pour la chronologie, septembre 2016, les premières courses principalement au Vietnam. C'est ça, c'est un peu ça. Tu découvres cette discipline-là vraiment au cœur du Vietnam, sur les petites courses locales, etc. C'est comme ça que ça se passe? Ben en fait pas vraiment parce que en fait à l'époque il y avait très 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 peu de courses au Vietnam. Il y avait vraiment en fait au Vietnam il y a pas ce que nous on a c'est-à-dire les petites courses au saucisson le dimanche parce que bah pour la simple et bonne raison c'est que il y a pas de coureurs en local. Il y a pas de saucisson non plus. Il y a pas de dimanche. Il y a pas de dimanche. Non, en fait, bon, déjà le trail a mis du temps à se développer. Maintenant, c'est plus le cas. Et maintenant, il y a beaucoup de courses. Il y a des courses quasiment tous les week-ends. Mais à l'époque, il y avait très très peu de courses. Il y avait peut-être 3-4 courses dans l'année. Et en fait, les coureurs viennent des grandes villes essentiellement parce que classe moyenne ou classe aisée. Et en fait, il y a très peu de coureurs locaux, on va dire des gens qui habitent dans la montagne. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le niveau est relativement faible. C'est que les gens qui courent, c'est les gens qui ont le temps, qui ont de l'argent, et donc c'est pas forcément des montagnards. Et donc non, en fait, moi, au niveau de la chronologie, j'ai fait un premier 42 km en 2016. En 2017, j'ai fait un premier 50 km sur une course qui s'appelle la Barjo et qui est une course, c'est ma course de cœur. Ouais, je vois ça, ouais. Elle revient plusieurs fois, ouais. Elle revient plusieurs fois, ouais. Elle est où cette course d'ailleurs? À Cherbourg, à côté de Cherbourg. Pardon. Alors la Barjo, c'est une course. Comment? Non, je disais autant pour moi, je ne connaissais pas la localisation de la Barjo. Pardon. La Barjo, c'est une course qui est pas très connue, mais qui est hyper populaire chez nous. C'est un peu notre Templier à nous. C'est un peu la galinette c'est un peu la trail de la galinette, mais version normande, quoi. Ben moi, on m'a dit c'est un peu comme vous avez une course chez vous de nuit, la Full Moon. La Full Moon, ouais. Ouais, elle n'existe plus malheureusement. Elle n'a pas été reproduite. Voilà. Donc non, c'est une course qui est hyper populaire. En fait, il y a beaucoup de coureurs en Normandie et il y a un très beau vivier. Et c'est une course qui, il y a beaucoup de coureurs qui courent que cette course-là dans l'année. En fait, souvent c'est le challenge à l'année. C'est une course que j'adore, qui passe devant chez mes parents et qui fait vraiment qui longe la côte. Elle est magnifique. Moi, je fais le format 50 km à chaque fois. J'ai la chance de la gagner 2 fois et c'est vraiment une course que j'adore. Et enfin, elle est pas très connue, mais elle est très populaire. Et donc, pardon, pour suivre la chronologie, donc moi j'ai été très patient, j'ai fait 50 km en 2017, 80 km en 2018, enfin 70 km en 2018, 80 km en 2019, et j'ai fait mon premier 100 km en 2020 et mon premier 100 miles en 2022. Donc voilà, j'ai pas brûlé les étapes et j'ai été très patient. À l'instar des gens qui m'entouraient au Vietnam, où au Vietnam, c'est un sport qui est tellement nouveau que ils vont faire 10 km et puis 6 mois après, ils vont faire 100 km et ça les dérange pas du tout. Donc, moi, j'ai pris mon temps. C'est quoi la vision, si tu devais nous décrire de manière un peu synthétique, la vision la vision du trail d'un point de vue du Vietnam? C'est un sport qui est très récent, donc ça reste assez confidentiel. Alors la course à pied se développe énormément. Rien qu'à Hanoï, il me semble qu'il y a 8 marathons à l'année. Donc des marathons, là où à Paris il y en a qu'un, là-bas il y en a 8 qui sont organisés par des grosses organisations. À chaque fois, ils ont 10 à 20 000 coureurs, donc c'est énorme. Et ça que pour une ville, hein, donc ça se réplique sur d'autres villes. Par contre, le trail, ça reste plus confidentiel parce que moins accessible, mais ça se développe énormément. Voilà, on a 4-5 courses qui font plus de 5000 participants. Donc voilà, en France, j'ai pas les chiffres, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de courses qui aient plus de 5000 coureurs, mis à part l'UTMB, les Templiers, peut-être la Saint-Élion, mais sinon voilà. Donc au Vietnam, voilà, c'est populaire. Alors le niveau est assez faible. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que vu que c'est très nouveau, ils ont pas tous vécu de sport d'endurance que nous on peut avoir en Europe, et donc ils n'ont pas cette sagesse que nous on va avoir, et ça donne lieu à des challenges, à des défis tous plus fous les uns les autres. J'ai en tête là pendant le Covid, j'ai un ami à moi qui a fait l'UTMB pendant l'UTMB sur son tapis. Donc il a fait 170 km sur un tapis de course pendant le live de l'UTMB. Ah oui. Ouais.
Il y a une fille qui a fait un Everesting, donc 8000 mètres, le dénivelé de l'Everest, 8800 mètres de dénivelé dans sa cage d'escalier avec 4 étages seulement pendant le Covid aussi. Wow. Donc ouais, en fait, ils ont pas ce. Ça arrive en France aussi parfois. Oui, il y a eu en France des marathons sur les balcons. Pendant le Covid aussi, surtout. Ouais. Non, c'est clair. Mais voilà, au Vietnam, ils ont ce côté. En fait, ils n'ont pas les références que nous on va avoir. Donc, comme je te disais tout à l'heure, s'ils font un 10 km, c'est validé. Donc, la course d'après, ce sera un 40 km. Et puis, ce sera validé. Donc, après, ils feront 70 ou 100 km. Il y a pas de barrière. Il y a pas. Ils ont pas ce. Enfin, voilà, c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision du sport. Ouais, le même recul qu'on peut avoir nous aujourd'hui. Après, tu vas me dire, tu regardes il y a 10 ans en arrière, c'était un peu le cas chez nous. Hein. C'est-à-dire que ça allait très très vite, très sur du très très long. C'est ça. Je pense que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. On réfléchit peut-être un peu plus. Ouais, il y a une notion de respect de distance qui est plus forte en Europe, en Asie. C'est cool aussi. Moi, j'aime bien parce que ils ont pas peur. En fait, ils ont pas peur de s'inscrire sur une longue distance. Ils vont dire, au pire, je marcherai. Mais voilà. Alors là où nous, on va être terrifiés à l'idée de courir 40 km si on n'est pas entraîné, quoi. Donc voilà. Intéressant. Donc on voit qu'effectivement la majeure partie de tes résultats, d'ailleurs qui sont bons, qui sont même très bons, t'as quand même pas mal de victoires, etc. Ça alterne entre les courses au Vietnam ou en Asie et certaines courses qui effectivement te tiennent à cœur en France, comme la Barjo. Il y a eu aussi un peu de Maxi Race. Il y a eu la Swiss Peaks, sur lequel tu as fait ton premier 100 miles, où tu fais 6e. Donc on voit, avec tous ces résultats-là, bon, tu as gagné quand même pas mal de courses en Asie, etc. On voit quand même que, voilà, que le niveau que tu affiches est apparemment intéressant dès le début. Comment tu te positionnes, toi, en tant que trailer, avec tu te mets tout de suite dans des ambitions un peu élevées. Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours eu un esprit compétiteur. Je pense que je tiens ça du foot ou enfin voilà, j'ai toujours aimé la compétition. Et en fait, dès que j'ai commencé à courir, j'ai toujours cherché à faire des courses et à jouer. Enfin voilà, j'adore m'entraîner, j'adore passer du temps dehors, j'adore faire des grandes bambées en off, en montagne, mais j'aime aussi voilà, après une période de préparation, d'entraînement, pouvoir me mesurer à mes collègues sur la ligne de départ, et je trouve ça chouette. Et donc voilà, j'ai cette double casquette de photographe vidéaste dans le trail, et j'adore aller sur des compétitions avec ma caméra. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais t'es pas trop frustré de pas pouvoir courir? Et en fait, il y a suffisamment de courses dans l'année pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Et j'adore aussi venir avec ma casquette de coureur. Alors forcément, bah oui, en Asie, le niveau est plus faible, donc c'est plus facile entre guillemets de briller et de jouer aux avant-postes. Donc j'ai eu la chance de participer à des belles courses, ça m'a aussi permis d'avoir des sponsors, de vivre un petit peu ce que peut vivre un athlète élite en Europe. Moi, j'ai pu avoir un aperçu de ce que c'était en Asie, parce que voilà, comme je disais, le niveau est beaucoup plus faible. Hein. Si ça peut donner si je peux donner un exemple, c'est que j'avais la meilleure cote, le meilleur indice UTMB au Vietnam, autour de un petit peu moins de 800. Et le premier Vietnamien, le meilleur Vietnamien, il doit être à 750 ou 760. Et d'ailleurs, c'est une fille. C'est une fille qui s'appelle Ho et qui a fait 2 fois 4e de la CCC cette année, l'année dernière. Donc, qui est très forte, hein, mais pour le coup, voilà, ça donne un peu une idée du niveau au Vietnam. D'accord. Intéressant. C'est hyper intéressant. Donc cette volonté de faire de la compète, ça c'est clair. On voit que tu fais 2e sur le Loser Trail en 2024. Effectivement, on voit que tu fais pas énormément de courses non plus. Hein. Alors sur 2023, il y en a eu quand même pas mal. Hein. On va pas se mentir, il y en a eu 5 ou 6. Mais sur 2024, il y en a eu 3. Une au Vietnam en janvier, le Loser Trail en mai et l'UTMB en août. On va rentrer dans le détail de cette UTMB, mais avant, j'aimerais que tu nous parles de ce qu'est pour toi sportivement et de ce que représente pour toi l'événement UTMB. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots?
Bon, juste pour préciser, 2024, il y en a eu une en plus, mais j'ai abandonné. Donc, il y a eu une Barjo en plus, mais qui est pas très bien passée, donc elle apparaît pas dans la liste. Qu'est-ce que c'est l'UTMB? Forcément, comme beaucoup de coureurs qui ont commencé à courir il y a une petite dizaine d'années, moi l'UTMB c'est les premières images de trail. En fait, forcément c'était le premier événement qui a commencé à être médiatisé, et c'est ce qui m'a aussi donné envie de courir, c'est-à-dire voilà, faire le tour du Mont Blanc, Ludo-Collet, Chamonix, etc. C'est la première course qui m'a donné envie de courir, donc c'est tout ça à la fois. Tu fais la CCC en 2023, me semble-t-il. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour rapide de cette course, parce que tu fais quand même 32e, donc c'est quand même en 12h37, c'est quand même solide. Est-ce que tu peux nous faire un retour rapide de cette course? La CCC, donc mon année 2023, elle s'est super bien passée, hein. Je m'étais focalisé sur 3 gros objectifs de 3 fois 100 km. Un début d'année, la CCC qui était vraiment mon objectif principal, et puis et un en fin d'année. Et donc course qui s'est parfaite. Je pense que j'étais en flow pendant toute la course. Rien à dire en fait. Tout s'est super bien passé. Même un petit peu de regret de pas avoir plus poussé que ça, vu mon état de fraîcheur à l'arrivée. J'ai adoré. C'est un format que j'adore, hein, 100 km, surtout sur une course comme la CCC où c'est hyper compétitif et tout. J'adore. En plus, c'est une course où on n'a pas de nuit à passer dehors si tout se passe bien. Donc voilà, il y a tous ces paramètres là qui font que j'ai passé une très belle journée autour du Mont Blanc, au demi-tour du Mont Blanc l'année dernière. Et donc en fait, j'ai eu aussi la particularité d'avoir couru quasiment la totalité de la course avec la Vietnamienne qui fait 4e. Donc moi, je termine 3e femme, parce que je termine juste devant elle, qui fait 4e, et j'étais au milieu de la bataille entre les femmes. Donc c'était super intéressant aussi d'être spectateur pendant ma course. J'étais spectateur de la bataille pour le podium chez les femmes. Donc c'est lors de cette CCC que tu t'avais déjà prévu de partir sur l'UTMB en 2024 lors de cette CCC, ou c'est vraiment lors de cet événement que tu as pris la décision de partir sur le format 100 miles l'année d'après? En fait, en début d'année 2023, j'ai fait une course UTMB en Thaïlande qui s'appelle Amazon Jungle by UTMB. J'ai eu la chance de faire un podium, donc j'ai terminé 3e de cette course, donc du format 100 km. Et en fait, en 2023, vu que c'était la première année du nouveau système UTMB, il donnait 2 dossards. Il donnait un dossard pour l'événement UTMB en 2023 et en 2024. Donc j'avais 2 qualifications pour la CCC. Et étant donné ma CCC s'était super bien passée en 2023 et que j'avais déjà fait un 100 miles l'année d'avant, je me suis dit bon, pourquoi pas retenter le 100 miles, et donc j'ai demandé à transférer mon dossard en 2024 pour l'UTMB, et ils ont accepté. Donc c'était aussi pour me donner un plus gros objectif en 2024. Donc on va pas spoiler, on en a parlé un petit peu en off, ça s'est pas passé exactement comme tu le souhaitais. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, sans rentrer trop dans le détail, nous expliquer un petit peu ton édition 2024 de l'UTMB? C'est simple, en fait, je suis arrivé, j'ai fait une super prépa. J'ai passé l'été en montagne. Je me suis jamais autant entraîné. J'étais prêt. Enfin, je pensais en tout cas être prêt. J'avais le dénivelé et les bornes dans les jambes. Et en fait, je pense que je suis arrivé à plat, complètement à plat, et j'avais pas assez récupéré de ma prépa. Et en fait, il y a rien qui s'est passé comme prévu. J'ai tout de suite senti que j'étais fatigué, j'avais pas de force dans les jambes, et je suis arrivé à Courmayeur, j'étais déjà très entamé. D'habitude, je suis quelqu'un qui monte plutôt bien, j'ai pas mal de puissance en montée, et en fait là, j'avais vraiment aucune énergie. Et j'ai commencé à avoir mal aux deux genoux, chose qui m'arrive jamais, et c'est plutôt un signe de sous-entraînement plutôt. Ça, c'est les douleurs articulaires, c'est quand les muscles n'arrivent pas trop à compenser la charge. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu à l'évidence, c'est que je pouvais plus courir en descendant, je pouvais plus courir sur le plat, et j'arrivais même pas à monter à une vitesse décente. Donc j'ai mis clignotant à la folie, et très déçu parce que j'avais mis j'avais mis entre parenthèses
ma vie professionnelle pour me consacrer à l'UTMB pendant tout l'été. Et puis en fait, voilà, il y a rien qui s'est passé comme prévu. J'ai pris aucun plaisir, mis à part le fait que j'ai adoré l'ambiance le soir, en fait, le vendredi soir, jusqu'à Notre-Dame de la Gorge, c'était incroyable, rien que pour vivre. Enfin voilà, ça mérite de prendre le départ rien que pour ça, même si j'aurais quand même préféré passer la ligne d'arrivée. Et en fait, bon voilà, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que il y avait plein de choses qui n'ont pas été dans ma prépa, que je n'avais pas forcément identifié, et puis même j'avais pas appréhendé la course de la bonne manière. Donc voilà, c'est pas drôle, hein, j'avais jamais abandonné de ma vie avant la Barjo 2024 et j'ai abandonné mes 2 dernières courses, donc ça fait une série négative là qui est pas très drôle. Déjà, merci de nous partager, parce que c'est bien de partager quand ça va bien, mais c'est aussi bien de partager quand les choses vont pas dans le sens qu'on veut. T'étais accompagné sportivement là sur ces objectifs-là, ou tu te drives tout seul sportivement? J'ai eu un coach pendant 3 ans, et en fait depuis 1 an et demi, j'ai décidé de m'auto-accompagner parce que mon emploi du temps fait que voilà, ça change tout le temps, c'est difficile d'avoir un planning et tout, et en fait j'ai l'impression de pouvoir m'auto-coacher, mais en fait là pour 2024 je vais reprendre un coach parce que je sens que j'ai besoin de structure, j'ai besoin de quelqu'un qui regarde un peu mon entraînement, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas forcément fait assez de travail spécifique, et j'ai fait beaucoup de kilomètres, j'ai fait beaucoup de dénivelé, mais en fait il manquait quelques éléments. Et donc en fait c'est bien d'être entouré quand c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail de ce qui manque d'après toi, parce que tu parlais t'as fait beaucoup de distance, beaucoup de kilomètres. On est clairement quand même dans la spécificité. T'as dit que t'as fait beaucoup de dénivelé aussi, donc on est clairement dans la spécificité de l'ultra. Qu'est-ce qui d'après toi t'a manqué dans la prépa? En fait, ma prépa, j'ai passé l'été à courir tous les jours. Mais quand je te dis tous les jours, c'est que j'ai couru tous les jours. Et plutôt que de faire des blocs, j'ai fait des blocs, mais entre mes blocs, j'ai pas fait d'assimilation. En fait, j'allais courir au minimum 2 heures par jour, avec j'ai fait quelques blocs, quelques grosses sorties de 40-50 kilomètres. Mais vraiment, j'allais courir tous les jours. Je prenais aucun jour de repos. Et les jours de repos, j'allais faire du vélo, je faisais autre chose. Mais en fait, j'ai oublié en fait de me reposer. Et donc, je pense qu'à la fin de l'été, je suis arrivé, j'étais complètement surentraîné. J'ai pas très bien dormi. En fait, c'est bizarre parce que j'avais mis en stand-by tous mes projets pour justement me concentrer sur l'UTMB, et le fait que tout soit en stand-by, ça m'empêchait ça me stressait en fait de savoir que j'allais avoir du travail à la rentrée, etc. Et donc je pense que j'ai pas très bien dormi. Et il y a aussi un gros facteur que j'ai négligé, c'est l'alimentation, où en fait j'ai pas assez mangé de l'été. Je mangeais normalement, mais quand tu dépenses 4 à 5 000 calories par jour, c'est difficile de compenser. À un moment donné, ça coince. C'est ça, et je pense que j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais très sec, et donc en fait, comme je te disais, je suis arrivé à l'UTMB, j'étais à 10% de batterie, et bon voilà, 170 km quand on a 10% de batterie, c'est compliqué. Et il n'y a pas de chargeur sur la route. Quoi. Merci pour ton partage d'expérience aussi transparent. On en parlait à de nombreuses reprises, notamment avec Seb Diffenbrom, sur le sujet de l'alimentation et de l'importance justement de s'alimenter beaucoup plus lorsqu'on est aussi, enfin surtout dans ces phases où on va augmenter le volume d'entraînement. Non, il faut pas continuer à manger de la même manière que quand on est dans ces phases-là. Il faut manger pendant les sorties, manger plus que l'habitude, parce qu'à un moment donné ça coince, et merci de nous partager ce retour d'expérience avec autant de franchise, autant de recul sur ta performance. Tu disais que tu avais aussi eu la mauvaise approche de l'événement. Tu peux préciser, je crois que j'ai relevé ça, tu parlais d'approche mentale qui était un peu mauvaise de l'UTMB. Ouais, en fait, je suis arrivé avec des ambitions. Je m'étais fixé un temps. En fait, pour moi, le gros problème de l'UTMB, c'est qu'on a trop de références. Et en fait, on arrive en se disant, voilà, si on fait tant d'heures, on est tel coureur en gros quoi. Et on sait que à Courmayeur il faut être à telle heure. Il y a aucune autre course en fait dans le monde où on a autant de données et on peut autant analyser
Et moi, mais d'habitude, je regarde pas du tout ça. Et en fait, là, je m'étais fixé un objectif beaucoup trop élevé. Et l'autre erreur que j'ai faite, c'est que je me suis pas fixé d'autres objectifs. C'est-à-dire que j'avais un seul objectif, ce qui était un objectif A qui était difficile à atteindre, sachant que j'ai aucune expérience. Enfin, j'ai très peu d'expérience sur du 100 miles. J'en avais fait qu'un seul, et c'est la Swiss Peak, c'est une course complètement différente, beaucoup plus alpine, beaucoup plus technique, beaucoup plus longue. Voilà, c'est pas un UTMB où c'est l'autoroute où faut courir très vite faut courir très vite si on a envie, mais voilà, on peut courir très vite. Et donc en fait, moi je me suis dit bon bah voilà, j'ai fait une CCC en 12h30, je peux faire un UTMB en 25 heures. Et en fait, c'était une erreur parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et que il y a des gens pour qui ça fonctionne, hein. Le vainqueur, sans le citer, voilà, il pourra dire que lui, tout s'est bien passé. Alors c'est sûr que si on est sur une journée où tout va bien, bah ça peut fonctionner. Mais moi, en tout cas, j'étais pas dans les bonnes dispositions, et je pense que j'ai manqué d'humilité face à l'objectif. J'ai manqué de respect face aux 170 km. Pardon. Et j'aurais dû me fixer aussi des objectifs B et C. Et pour me dire que voilà, si j'atteins pas l'objectif A, je peux peut-être me consoler avec un objectif B ou un objectif C. Ça, c'est des choses que j'ai pas faites, et je m'en rends compte maintenant. J'ai la chance d'être suivi par un préparateur mental en ce moment, et c'est lui qui m'aide aussi Clément Méraud, qui m'aide à analyser tout ça, et ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui met le doigt sur certains trucs, certains aspects de la préparation et de la course. Absolument. D'ailleurs, on a fait un épisode récent avec Hugo Deck et Maxime Reiss et Jonathan Moncani, où on a parlé justement de ces approches mentales en lien avec l'UTMB, etc. Où là, en l'occurrence, c'était la CCC pour Hugo et l'UTMB pour Jonathan. Mais c'est vrai que oui, ce sont souvent on a un peu tendance à se fixer un seul objectif qui est hyper concret. En plus, on est dans un sport qui est hyper soumis aux paramètres extérieurs, etc. Donc je pense que effectivement, la leçon que tu retiens, elle est tout à fait importante. C'est-à-dire que il faut savoir garder de l'humilité face à ce type d'épreuve, et se dire que il y a quand même presque plus de chances d'aller sur un objectif B ou C que d'atteindre l'objectif A. C'est un peu triste à dire, mais c'est quand même la vérité. Alors qu'on sait très bien que par exemple sur un marathon, si on a de l'expérience, etc., c'est quand même plus facile. Donc c'est tout à fait juste, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et encore une fois je te remercie pour ta franchise. Et ouais, c'est des éléments qu'on peut retirer de ces expériences là. Quand on en a parlé un petit peu en off en enregistrement, tu disais que tu t'es servi un petit peu aussi de cette prépa mentale actuelle là pour repenser un petit peu ton approche un peu aussi professionnelle, parce qu'on va transiter vers ton activité de créateur de contenu. Qu'est-ce que ça a engendré comme réflexion d'un point de vue plus professionnel, cette déception? En fait, cette année 2024, donc c'est la première année où je travaille autant. Les années précédentes, j'étais plutôt au Vietnam. Ça fait 3 ans que je fais 6 mois en France, 6 mois au Vietnam. Je fais plutôt l'été en France et l'hiver au Vietnam. Et mon travail est mieux réparti sur l'année. Et j'ai beaucoup plus de temps pour m'entraîner. Quand j'étais au Vietnam, on va dire que j'étais plus coureur que vidéaste parfois. Et donc ça me réussissait plutôt bien. Et j'avais moins de stress, je pense. Là, cette année, il y a eu un tournant aussi dans ma carrière professionnelle, donc j'ai beaucoup plus de travail. J'ai été très occupé avril, mai, juin, juillet, jusqu'à mi-juillet, où j'ai vraiment enchaîné les déplacements, quelques nuits blanches sur certains projets, beaucoup de stress. Et puis voilà, c'est un métier, surtout quand on couvre des événements sportifs et notamment d'ultra, il faut être en condition. Alors pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un avantage d'être coureur et vidéaste dans le trail, parce que je pouvais aussi m'entraîner pendant mon métier, et puis ma condition physique faisait que je pouvais aussi aller en montagne, suivre des coureurs, etc. Malheureusement, j'ai l'impression que cette année c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que ça m'a joué des tours, et en fait j'ai accumulé une fatigue profonde.
Et en fait, entraînement plus nuit blanche plus déplacement, etc. J'ai accumulé tellement de fatigue que mes courses ne se sont pas très bien passées. J'imagine. Ouais, en plus, on est clairement dans un sujet d'entraînement, c'est-à-dire que tu parlais de s'entraîner en même temps que tu travailles. Alors oui, t'es en extérieur, t'es dans l'environnement, mais à la fois, ben voilà, tu vas nous raconter un peu plus en détail c'est quoi la vie d'un réalisateur de films de trail, mais on va pas se mentir, tu es pas dans la spécificité de l'effort entre guillemets, c'est-à-dire que tu fais pas des longues bombées en endurance fondamentale ou en zone 1, hein. Donc tu avances, tu t'arrêtes, que tu passes des nuits dehors au froid, etc. On peut pas clairement dire que c'est de la spécificité qui peut t'apporter quelque chose dans le cadre de la préparation. C'est quoi justement la vie d'un réalisateur de films de trail? Bah oui, non, tu as complètement raison. Hein. C'est clair que ça remplacera pas une sortie longue ou quoi que ce soit. Après, moi, je me dis ça. Je pense plutôt, voilà, par rapport à un travail de bureau où on est beaucoup plus passif. Là, j'ai l'avantage, la chance de pouvoir me dépenser et d'être dehors. C'est quoi la vie d'un vidéaste? C'est divisé on va dire, en deux grosses différences de rythme, c'est-à-dire que il y a beaucoup de travail sur le terrain. Donc là, c'est la partie tournage. Donc sur des projets. Alors moi, comme je te disais en introduction, je fais pas mal de documentaires, donc de films assez longs sur des projets plutôt ultra. Donc c'est sur plusieurs jours. Hein, ça va jusqu'à 7 jours quand j'ai suivi Perrine sur le Tour des Glaciers. Donc là, quand c'est comme ça, on est dans un van, on mange pas très bien, on dort pas beaucoup, on se lave pas trop et on passe son temps à utiliser sa caméra. Alors on perd des points de vie après des tournages comme ça, c'est hyper fatigant. Surtout dans le cas de Perrine, c'est qu'il faut en plus créer du contenu tous les jours pour alimenter les réseaux, donc ça rajoute du stress. Mais c'est génial et moi j'adore ça parce que voilà, on retrouve un tout petit peu ce que tu peux aussi avoir comme sensation quand tu as passé les 10-15 heures de course où tu commences à avoir la fatigue et tout. Bah là, c'est pareil, quand on est vraiment dans le jus, c'est génial parce qu'on est fatigué, parce que voilà, on ressent un peu les effets de la fatigue et c'est pas désagréable quand on adore passer du temps en montagne et quand on adore le trail. Et après, il y a d'autres phases où, par exemple, en ce moment là, après l'UTMB, j'ai eu des grosses phases de montage, donc c'est de la bureautique et là c'est beaucoup d'heures devant les écrans. Ce qui est pas déplaisant non plus. Moi, j'adore faire les deux parce que j'adore aussi monter. C'est aussi le côté créatif. Voilà, c'est complètement différent. On est beaucoup plus passif. On est beaucoup plus comme je te disais, sur les écrans. Mais voilà, moi, j'adore ce métier parce que justement, on n'est pas tout le temps sur le terrain. On n'est pas tout le temps au bureau. Je pense que j'aurais du mal à retrouver un travail qui m'amènerait à être tout le temps sur mon ordinateur. Et à l'inverse, je suis content aussi quand il y a des périodes où, voilà, quand il fait pas très beau dehors, de pouvoir ne pas avoir à être tout le temps en extérieur. Intéressant. Tu as parlé tu disais notamment dans le cadre du film de Perrine et moi je l'ai constaté aussi avec Théo Bourdarel que vous êtes plusieurs sur les tournages. Comment ça se passe? C'est déjà la première question, c'est est-ce que c'est Perrine, Théo, etc. qui, j'imagine que oui, qui t'ont sollicité pour te faire venir. C'est toi qui les sollicites. Et la deuxième question, c'est combien de personnes sont sur place avec toi? Est-ce que vous faites des rotations, etc. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de manière un peu synthétique? En fait, il y a plusieurs types de projets. Donc, il y a des projets où c'est l'athlète qui veut créer du contenu autour de son événement, autour de sa course, autour de quelque chose en particulier. Donc là, il me contacte. Et par exemple, dans le cadre de Théo, donc qui avait ce projet-là de mettre en avant la Provence à travers le trail, il avait créé une trace, etc. Donc il m'a contacté en me proposant de créer un film autour de ça. Et donc lui, il s'est chargé de récolter des fonds pour financer la partie création de vidéos. Et moi, de mon côté, j'évalue en fonction du projet quelle main-d'œuvre il me faut. Est-ce que je peux faire ça tout seul? Donc ça m'arrive souvent. Et si c'est des trop gros projets ou si c'est trop compliqué au niveau logistique, dans ces cas-là, je m'entoure soit de vidéastes, soit de photographes. Alors la plupart du temps, je travaille avec mon ami Samuel, qui est photographe, et donc là, pour le coup,
On se complète. Donc moi, je fais toute la vidéo, la prise de vue vidéo, lui il fait des photos. Comme ça, à notre client, on peut lui offrir ce package-là. Donc il a des photos et des vidéos parce que je peux pas faire les deux en même temps. Ou alors c'est compliqué. Des fois, là par exemple pour le cas de Théo, j'avais aussi embauché un pilote de drone parce que j'ai pas les certifications de pilote et comme ça me décharge aussi de faire voler le drone dans les zones interdites, etc. Et aussi moi, comme ça, je peux me concentrer que sur la partie au sol. Donc là, voilà, on était 3, donc on avait deux vidéastes, un pilote de drone, un vidéaste et un photographe, pardon. Sur un autre projet, par exemple, que j'ai fait en juin, ça c'était pour l'Office de tourisme du Cotentin. Donc le Cotentin, c'est ma région natale, région de Cherbourg. Eux, ils ont créé aussi un événement, une trace de 270 km à courir en relais sur 24 heures et ils voulaient faire un documentaire dessus. Là, on était 4 parce que pour le coup, là, j'avais besoin d'un deuxième vidéaste parce que c'était trop compliqué nos logistiques de couvrir tous les points de passage. Donc voilà. Donc moi, je crée mon équipe en fonction du projet. Et après, ça m'arrive de faire ça tout seul. Hein. Enfin voilà, je travaille quasiment. Enfin voilà, ça dépend, mais les gros projets, souvent, je suis à plusieurs, et puis après, sur les plus petits projets, je suis tout seul. Et aujourd'hui, la production de films trail, ça représente quoi dans ton activité en termes de pourcentage? Si je prends l'année 2024, j'avais 3 gros projets documentaires, films documentaires qui vont représenter peut-être 50% de mon chiffre d'affaires. Mmh. Et après, les autres 50%, ça va être... j'ai travaillé sur 4 courses de la Coupe du Monde de Skyrunning. Donc là, je suis photographe pour la Skyrunning. Et donc là, je suis prestataire pour la Skyrunning. J'ai été photographe pour différentes collectivités locales, pour du vélo, du gravel. Enfin voilà, là c'est plus des plus petits projets à la journée ou sur 2 jours. Et après, sinon, voilà, c'est à peu près comme ça que mon année s'est découpée. Ok. Comment ça se passe entre vous là? J'ai parlé tout à l'heure de Justin, de Simon, il y a David Gontier, etc. Comment vous vous croisez souvent sur les courses? Vous vous entendez bien? Vous refilez un petit peu des projets? Comment ça se passe entre vous? Bah alors moi je pense que je suis un peu à l'écart de cette sphère, de tous ces créateurs. Alors je les connais, hein, Colin et Justin, on s'était rencontrés l'année dernière au Tréfesson Cinéma, on est resté en contact, on discute de temps en temps. Après les autres, moi je les connais, je les suis depuis longtemps, mais je sais pas s'ils me connaissent parce que en fait j'ai été longtemps à l'étranger, donc j'étais un peu à l'écart de tout ça. Maintenant ça m'arrive régulièrement de rencontrer des nouveaux créateurs, etc. Donc globalement, on s'entend, enfin même 100% du temps, on s'entend super bien. Et on est plutôt collègues, et on n'est pas concurrents. Il y a du travail pour tout le monde. L'avantage, c'est que dans le trail, enfin quand on est dans le monde du trail, on aurait tendance à penser qu'il y a beaucoup de concurrence, mais en fait, enfin ça reste très peu par rapport au nombre de courses qu'il y a, etc. Et le gros avantage, c'est que le sport se développe énormément. Il y a beaucoup plus de sponsors. Et en fait, il y a presque plus de demandes que d'offres, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, si tu regardes, les courses ont besoin de créer du contenu, les marques ont besoin de créer du contenu, les athlètes ont besoin de créer du contenu. Donc, en fait, faudrait vérifier, mais sur un UTMB, je pense que le top 30, voire le top 50 des coureurs, ils ont tous au moins un photographe qui les suit, ou au moins un de leurs sponsors qui leur crée du contenu. Donc ça, c'est cool pour nous, hein, parce que ça fait plus de travail, plus d'opportunités, et c'est un sport qui se professionnalise, donc c'est tant mieux, hein, c'est clair que s'il y a 10 ans en arrière, je pense qu'il n'y avait pas autant de photographes sur les sentiers. Ça me fait penser à quelque chose, ce que tu viens de dire là. On a eu pas mal de petites tensions, notamment sur le Tour des Géants avec François Den et ses équipes qui ont filmé François, et ça a posé des petits problèmes, etc. Bon, on va pas rentrer trop dans le détail, mais globalement, on sent que les équipes de tournage ou indépendantes ou qui sont liées à des marques ou enfin voilà, globalement, ça commence un peu à créer un petit peu des problématiques, notamment en termes d'égalité
des chances ou notamment dans les portions de nuit, etc. Toi, c'est quoi ton point de vue? Alors, on a vu que tu étais plutôt sur des projets off, hein, avec Perrine, avec Théo. T'as été dès la première question. Je suis désolé de te poser à chaque fois des questions doubles, mais t'as déjà accompagné des athlètes de bon niveau sur des événements officiels. Et la deuxième, c'est quel est ton point de vue justement sur cet aspect équipe de tournage qui s'intègre dans le milieu compétitif? Pour répondre à la première question, non, j'ai jamais suivi de top athlètes sur des courses. Perrine, c'était sur le Tour des Glaciers, mais du coup, elle était plutôt en milieu fin de peloton, et puis en plus, le Tour des Glaciers, c'est assez espacé. Donc, j'ai jamais suivi quelqu'un sur un UTMB ou sur des courses où il y a une grosse densité. Et j'ai oublié la deuxième question. Ah oui, mon point de vue je me souviens que François, après le Tour, il expliquait que même pour lui, ça pouvait être un peu compliqué aussi d'être suivi. Là, après, c'était extrême pour le Tour parce que il avait, je crois qu'ils étaient 5 à le suivre. Il y avait beaucoup de monde, donc je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Et après, moi, de ce que je vois de mon point de vue, en tout cas, quand je vais sur les courses, les coureurs sur des courses hyper longues, on les voit une fraction ça reste très peu ils ont le temps d'être tout seuls et d'être en introspection. Si je reprends Perrine, sur ces 7 jours de course, nous, on la voyait 1 à 2 fois par jour, et quand on la voyait, et on lui faisait son assistance, donc on passait du temps avec elle, mais on la voyait au maximum 1h30, 2 heures, et dans les 2 heures, des fois, elle allait faire une sieste. Sur un temps de course sur le sentier, ça reste très très faible par rapport à la distance, etc. Mais tu comprends, toi, qu'on puisse aujourd'hui penser, je pense que c'est un peu le cas sur certaines orgas, comme tu disais, je pense que c'est un peu moins le cas sur les courses un peu moins connues, mais sur les courses où il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de niveaux, beaucoup de densité, tu comprends qu'on puisse se poser la question de la présence de ces équipes-là sur les événements? Si on parle de Martin Perrier, alors Martin, je le connais un petit peu parce qu'on est on a le même sponsor, on est dans le même team. Pour la petite histoire, j'ai failli le suivre sur le Tour des Tours des Géants, et finalement ça s'est pas fait parce que c'était, ça a pas pu se faire. Non, j'ai quand même du mal à comprendre que ça puisse avoir un impact sur la course, sur les résultats, etc. Je pense que là c'était plus la fatigue qu'a parlé. Je pense qu'il a pas utilisé la bonne manière, mais d'ailleurs ils s'en est excusé dans les posts, mais je pense que c'est un cas isolé. Cet événement-là est isolé. Je pense pas que ça, à moyen ou court terme, ça pose problème, à moins que vraiment il y ait des coureurs des photographes ou des vidéastes qui courent vraiment longtemps avec les coureurs. Mais en fait, il y a aucun intérêt. Moi, quand je suis des coureurs, les gens me posent souvent la question, mais il faut avoir le même niveau que le coureur pour pouvoir courir avec. Mais en fait, nous, on court 200 mètres avec. De toute façon, ça me sert à rien d'avoir un plan de 4 minutes, le même plan pendant 4 minutes. Moi, j'ai plus d'intérêt à prendre un plan à un endroit, remonter dans la voiture, changer de montagne, aller dans un autre endroit, et avoir une variété de plans. Jamais je cours très longtemps avec la personne, sauf si vraiment je vais la chercher loin et que je reviens avec la personne. Mais dans ce cas-là, j'éteins la caméra et je reste à l'écart, et voilà quoi. C'est intéressant. Ça fait, ouais, c'est intéressant ton point de vue de quelqu'un qui fait partie de l'action, hein, donc ça c'est chouette. On a vu là, j'ai vu récemment, alors je t'avoue que je suis quand même beaucoup moins sur YouTube en ce moment, sur les chaînes de trail. J'avais poussé mon petit coup de gueule perso sur le fait que il y avait trop de contenu identique sur les chaînes de trail, notamment sur les partages d'expériences de course et tout. Je trouvais que c'était quand même beaucoup redondant. Toi, il me semble que t'as lancé ta chaîne YouTube où tu as raconté notamment ton retour d'expérience sur l'UTMB. C'est quoi qui t'a poussé à lancer ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu as cherché à faire à travers ça? Ouais, alors ça c'est pareil. Je m'en suis mordu les doigts, hein, j'avais fait une vidéo avant l'UTMB, donc 10 jours avant l'UTMB, pour
c'était un peu pour casser la monotonie de la période d'affûtage où je m'ennuyais un petit peu. Et puis en fait, c'était aussi l'occasion je savais que en parlant du TMB, ça allait peut-être permettre de booster un petit peu ma chaîne qui était endormie depuis quelques années. L'objectif, c'était voilà de montrer un petit peu ma préparation parce que j'ai la chance d'être suivi par une petite communauté, surtout en Asie, surtout au Vietnam. Voilà, enfin, je sais que ça a intéressé quelques personnes, surtout ma nouvelle vie en France, etc. Après, j'avoue que voilà, après l'UTMB, je me suis senti un peu, surtout pendant la course, j'ai croisé quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient vu ma vidéo, puis ils m'ont doublé, et puis après j'ai abandonné, donc je faisais pas trop le malin. Mais en fait, ça me permettait de lancer ma chaîne, et en fait, mon objectif, c'est surtout de montrer un peu les coulisses de mon métier de vidéaste, de montrer les coulisses un peu des tournages, des shootings photos, des shootings vidéo sur les courses et tout, parce que moi, en tout cas, c'est du contenu que j'aime bien voir chez les collègues, donc c'est aussi l'occasion de montrer un peu les backstage et montrer un peu ce qui se passe derrière tout ça. Ok. En tout cas, ce qu'on voit sur ta chaîne, c'est que c'est fait avec beaucoup de qualité, un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver aussi sur la chaîne de Simon. Je pense qu'on a dû te la faire la remontée sur la similitude qu'il peut y avoir entre vos contenus. Qu'est-ce que tu réponds? Enfin, c'est pas voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur le fait qu'effectivement ta chaîne et tes vidéos sont quand même assez similaires à celles de Simon? Bah, c'est très flatteur parce que je suis un des premiers à regarder les vidéos de Simon et je suis admiratif aussi de son parcours parce que je me souviens qu'il avait commencé pendant le Covid à faire des petits documentaires sur les coureurs pendant l'UTMB, il me semble. Et puis bah depuis, il a parcouru pas mal de chemin et j'aime bien son contenu. Alors après, moi, j'ai pas la prétention de faire aussi bien. En tout cas, je m'en inspire un petit peu. Et d'ailleurs, il m'a mis un commentaire sur ma première vidéo en me disant enfin voilà, qu'il avait apprécié ma vidéo. Après, moi, j'aimerais bien vraiment focaliser sur montrer les projets, enfin voilà, les coulisses des projets. J'ai pas tendance à, enfin voilà, faire des reviews, des trucs comme ça. Je suis pas sûr en plus, je suis pas un très bon orateur et je suis bien meilleur derrière la caméra que devant la caméra. Et c'est aussi pour me sortir de ma zone de confort et de me confronter un peu à ça et de voir aussi ce que ressentent les gens que j'interviewe. Ça me permet aussi d'avoir un peu plus de compassion quand je suis pas trop patient quand je fais des interviews. Mais voilà, c'est un exercice enfin, ça me permet de m'entraîner, ça me permet de pratiquer un petit peu devant la caméra. Mais j'ai pas trop de prétention par rapport à ça et d'ambition. J'ai surtout envie de montrer mes projets, montrer les coulisses parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent. Donc voilà, c'est ça l'objectif de ma chaîne de YouTube. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que, comme je disais encore avant, il y a beaucoup de choses similaires qui se font, et si effectivement tu arrives et je pense que c'est le cas, à trouver un axe, une idée, une ligne directrice derrière cette chaîne pour apporter du contenu qu'on trouve pas ailleurs, c'est chouette. Et effectivement, cette idée d'exposer un petit peu les backstage de ce que représente un film, et expliquer ouais, ça peut être hyper intéressant. En tout cas, voilà, moi je tiens à te dire que je trouve que le contenu est de grande qualité, que tu t'exprimes assez bien à l'oral, hein, donc ça je pense que on a toujours tendance à croire qu'on s'exprime mal, mais voilà, on est toujours un peu dur envers soi-même. Merci. Bah après, ça rajoute du travail sur les tournages parce qu'en fait, maintenant, il faut créer du contenu pour le client ou pour la personne pour qui on travaille. Mais il faut aussi penser à se filmer. Il faut se filmer en train de filmer ou en train de prendre des photos. Et en fait, on en peut. Enfin, moi, des fois, je me dis, mais c'est interminable parce que du coup, je suis obligé de prendre des photos avec mon téléphone pour faire des stories, pour montrer que je travaille. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, l'autre partie de mon métier, c'est aussi se vendre et montrer aussi. Enfin, voilà, on a tout intérêt aussi à montrer que le travail qu'on fait, si on veut continuer à faire ce métier-là, donc il faut faire plusieurs métiers en même temps. Donc c'est super intéressant, hein, mais c'est vrai que des fois c'est un peu stressant, quoi. Et il y aura bientôt une chaîne YouTube des backstage, de la personne qui a fait les backstage de Valentin Orange. Ouais. Ce sera sans fin. À voir, à voir. Non, en tout cas, c'est hyper intéressant. Merci pour ça. On a vu que tu avais un sponsor,
sponsor, voilà, on va faire simple, qui est asiatique. Je me rappelle plus le nom, c'est chinois, je crois, il me semble. Alors ouais, ça peut être intéressant d'en parler. Ça s'appelle Kailas. Donc c'est une marque qui est pas connue en France ni trop en Europe parce qu'elle n'est pas encore distribuée en France. Qui est un peu le Salomon asiatique, quoi. C'est un peu. Ouais, moi j'ai tendance à dire que c'est le North Face ou Arc'teryx chinois. Donc c'est une marque chinoise. Alors souvent ça peut faire un peu peur quand on entend ça, mais alors c'est une marque qui a un historique assez intéressant. C'est-à-dire que elle a été fondée par un ancien skieur pro qui a eu malheureusement un accident et qui est en fauteuil roulant maintenant. Et donc, à la base, c'est une marque qui est spécialisée dans l'alpinisme et l'escalade. Ils ont notamment eu 2 médailles d'argent au JO, là, en escalade. Et donc, ils se sont mis au trail il y a une petite dizaine d'années. Donc, ils ont créé une branche qui s'appelle Fuga. Et ils ont notamment leur fait d'armes cette année, c'est quand même la 3e place à l'UTMB, Joaquin Lopez, l'équatorien, qui est dans la même équipe que moi et qui est un gars super sympa, qui mériterait d'être aussi, c'est un peu le Yannick Noël international, on va dire, c'est-à-dire qu'il est pas très très connu en tout cas en France. Policier ou gendarme, non? Non, il est coach, il est professionnel, semi-professionnel. Ouais, d'accord. Donc il termine 3e de l'UTMB, il a fait 2e à la TDS il y a 2 ans derrière Ludo Pomeré et donc voilà, c'est un des athlètes de la marque et donc moi j'ai intégré le team cette année. C'est une marque, voilà, ils font du matériel de très très haute qualité et ils ont le projet de s'installer, en tout cas d'être distribué en France, s'attaquent au marché européen. En tout cas, en Chine, c'est un monstre. C'est 400 ou 500 magasins, 500 points de vente en Chine, rien qu'en Chine. C'est intéressant. On a souvent aussi tendance, nous, en tant qu'Européens, à avoir un peu l'œil fermé sur ce qui se passe chez nous, hein, évidemment, puisqu'on est quand même, on va pas se mentir, le pays du trail par l'UTMB notamment et par les principaux événements. Alors après, il y a effectivement aux États-Unis où historiquement ça a pris sa source, mais globalement, on peut dire que l'activité principale du trail est tournée vers chez nous. Mais on parle souvent de l'explosion de ce sport en Asie. Toi, c'est vraiment quelque chose que tu constates et ça se retranscrit bien, notamment par le biais de ce que tu viens de dire sur cette marque qui est en train de tout exploser. Je crois, il me semble même que j'ai entendu dire qu'elle était aussi, au niveau du chiffre d'affaires, c'était assez monstrueux, que ça dépassait même du Salomon, quoi. Bah, ce serait pas étonnant parce que, comme je te dis, ils ont 500 magasins de leur marque rien qu'en Chine. Dans le monde, Salomon, les magasins Salomon, je sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en a moins que 500, ça c'est sûr. Et en fait, ils se suffisent au marché chinois et eux, leur ambition, c'est de s'installer, d'être distribué en Europe, mais c'est plus pour faire partie du paysage du trail, mais c'est pas, ils n'ont pas de soucis financiers de ce côté-là. En tout cas, je parle en leur nom. Moi, je les connais bien. Je travaille aussi pour eux en tant que photographe vidéaste. Et puis, j'ai eu la chance aussi de visiter les locaux, etc. C'est monstrueux. Hein. C'est vraiment une très grosse entreprise, mais qui a enfin voilà, c'est vrai qu'au début, ça peut faire peur quand on dit entreprise chinoise, textile, etc. Mais voilà, ils ont vraiment un vrai savoir-faire dans du matériel technique et dans des sports plutôt niches. Donc voilà, c'est intéressant. Intéressant ton retour d'expérience. Alors, tu es en partenariat avec eux, tu es athlète. Ouais, je suis peut-être pas je suis peut-être pas. Moi, cet épisode n'est pas fait en partenariat rémunéré avec Kailas ou Fuga, donc non. Soyez tranquille. En tout cas, ça montre bien qu'effectivement, il y a tout un écosystème financier asiatique qu'on ne soupçonne, qu'on a tendance à pas trop soupçonner chez nous, mais qui est quand même monstrueux, quoi. Et ça, et même si je reprends le cas du Vietnam, qui est un petit pays en termes de trail, marché du trail, au Vietnam, il faut savoir que sur les courses, on gagne de l'argent. Il y a des prize money sur les petites courses, sur des courses de niveau national, et des belles sommes. Hein, si on compare avec ce qu'on peut gagner sur un UTMB, maintenant ils ont augmenté leur prize money, mais sur certaines courses, moi, ça m'est arrivé de gagner des sommes qui vont entre 500 et 1000 euros. Je n'ai pas beaucoup de courses en Europe où on peut gagner ces sommes-là et le niveau est beaucoup plus élevé, forcément.
Donc il y a vraiment un investissement sur ce côté-là, et sur les marathons, sur les courses sur route, c'est encore plus gros. Hein. C'est vraiment d'ailleurs il y a pas mal de Kenyans maintenant, des Kenyans de on va dire de seconde division qui valent pas qui sont pas aussi forts que les meilleurs. Ils viennent en Asie pour gagner leur vie grâce à la course à pied. Et en fait au Vietnam, les meilleurs coureurs ils sont semi-professionnels voire professionnels. Enfin ils vont peut-être coacher à côté, mais en tout cas ils ont des compensations financières de la part des sponsors. Et ça, moi, je vois qu'ils sont beaucoup plus avancés qu'en Europe où, enfin, on le voit bien, hein, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui peuvent vivre du trail, exclusivement du trail. Il y en a très peu et pourtant, ils sont très, très forts. Absolument. Absolument. Intéressant de ton point de vue. Et puis on va élargir un petit peu. Je vais te poser la question sur l'évolution du trail. On en a parlé quand même en diagonale tout au long de cet échange, mais l'évolution, comment tu la vois toi, cette évolution très très rapide de notre discipline, toi qui a un point de vue un peu transversal, asiatique, européen. Tu connais un peu aussi les États-Unis ou l'Amérique de manière générale, ou tu es toi c'est non, je connais j'ai jamais couru là-bas ni mis les pieds sauf quand j'avais 3 ans, je suis allé aux États-Unis, mais ça compte pas trop pour le trail, quoi. Et toi, du coup, ton point de vue par rapport à cette évolution, toi qui as un point de vue un peu global, Asie, Europe? Enfin voilà, je vois les tendances. On voit bien que c'est un sport qui se démocratise énormément. Même moi, dans mon entourage, je m'en rends compte. Hein, j'ai plein de personnes de mon entourage qui se mettent à courir, qui se mettent à faire du trail. Alors quand j'ai commencé, et encore, moi, je fais pas partie de la génération qui a vraiment connu le début du trail. Moi, j'ai commencé en 2015, mais je vois quand même la différence. Maintenant, tout le monde, enfin, il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent. De mon côté, pour côté professionnel, comme je te disais, pour moi, je vois plein d'opportunités. Hein. Je trouve ça bien parce que ça crée plus d'opportunités pro, plus de projets. On voit aussi que les marques se professionnalisent, que les coureurs commencent à être de plus en plus sponsorisés. Enfin voilà, on est loin de sports comme le vélo, mais par contre, je trouve ça bien que les marques investissent, que les marques commencent à comprendre que il faut aussi rémunérer les coureurs et il faut que ça se professionnalise. Après, voilà, il y a toujours des mauvais côtés. Il y a toujours, voilà, plus le sport se démocratise, plus il devient accessible au plus grand nombre. Et forcément, les puristes diront que on a perdu un peu l'esprit trail, qu'il y a trop d'influenceurs sur les courses, que on pense plus au nombre de likes que aux résultats. Mais moi, c'est pareil, c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais tout le temps que les gens vont faire du sport, vont aller dehors, vont se dépenser, même si c'est pas pour les mêmes raisons que pour l'esprit de compétition ou l'esprit trail, je trouve ça bien. Après, voilà, c'est clair que niveau écologique, ça amène aussi pas mal de côtés négatifs. Hein. L'UTMB, c'est quand même un événement qui pollue énormément. Ça fait voyager énormément de gens. Moi, j'ai aussi le retour en Asie. En Asie, il faut beaucoup voyager et moi le premier. Hein, je suis irréprochable. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis rentré en France. C'était aussi pour limiter aussi mes déplacements, parce que c'est vrai qu'en Asie, on voyage beaucoup pour les courses, on voyage beaucoup pour le travail, et on prend beaucoup l'avion. Et en fait, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est l'évolution du groupe UTMB, de la marque UTMB en Asie, là où il y a 5 ans, même moins que ça, très peu de gens connaissaient l'UTMB, ou en tout cas, c'était inaccessible pour s'inscrire, pour participer, parce que c'était très compliqué. Maintenant, avec le nouveau système, ils ont créé des nouvelles courses. Là, ce week-end, il y a la première édition de Malaysia by UTMB, donc c'est une course en Malaisie. Maintenant, il y a plein de courses et il y a c'est beaucoup plus accessible. Et en fait, maintenant, les coureurs, ils ne parlent que d'une chose, ils parlent que de l'UTMB et ils veulent plus participer à l'UTMB. Je connais très bien aussi la communauté en Thaïlande, et on voit que maintenant en Thaïlande, tu as plus de 200 coureurs qui viennent participer à l'UTMB chaque année. Au Vietnam, là où il y avait un coureur il y a 2 ans, cette année, je crois qu'ils étaient entre 30 et 40. Et je serais pas surpris que l'année prochaine, il y en ait une centaine. Donc, on voit que, et l'UTMB d'ailleurs l'a très bien compris, parce qu'ils s'orientent beaucoup plus vers l'Asie, parce qu'ils savent que c'est un marché qui est porteur, les gens ont des moyens.
et ils sont beaucoup moins sensibles à la cause écologique. Ça les dérange pas de voyager là où en Europe et aux États-Unis, ça commence un peu à grincer des dents. En Asie, il y a aucun problème pour ça et tout le monde a envie de participer à la grande fête. Donc voilà. Donc ça c'est un peu mon point de vue sur l'évolution du sport du trail. C'est très intéressant parce que du coup, on a très très peu l'occasion d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a vécu là-bas, qui a des attaches, qui connaît l'environnement, etc. C'est un peu humain, hein, c'est-à-dire qu'on parle de choses avec nos yeux à nous, on connaît pas réellement la culture, on connaît pas réellement la manière de penser des gens, etc. Et c'est tout à fait intéressant d'avoir ton point de vue de quelqu'un qui a vécu là-bas et c'est vraiment très chouette. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, en fait, moi je pense surtout aux athlètes chinois qui sont au même niveau que les athlètes internationaux européens ou américains, mais qui sont inconnus. Bon, d'une part, c'est parce qu'ils n'ont jamais trop brillé sur les courses européennes. Il y a eu quelques petits bons résultats, mais c'est plutôt des places d'honneur. Mais en fait, les athlètes chinois, c'est des superstars en Chine. C'est tous les athlètes Oka. Donc Oka, ils ont pas mal de très bons athlètes. Là, je pense à 3-4 athlètes mais c'est des superstars. Ils ont 3 vidéastes, 4 photographes, 10 journalistes autour d'eux sur chaque course. Moi, j'ai assisté à des scènes, mais on a vu la scène de Fu Jiaoshang. Je sais pas si tu as vu la vidéo où elle se fait assister par 10 personnes. Il y en a un qui lui laisse ses chaussures, il y en a un qui lui donne à manger. Je sais pas si tu vois, mais moi j'ai vu ça, notamment à Doi Intanon il y a 2 ans, d'un coureur Jiaju là qui est assez fort et en fait vu qu'ils ont pas les réseaux sociaux qu'on a nous, que tout est bloqué en Chine, eux ils ont leur propre réseau, mais là-bas c'est des superstars et les courses elles sont il y a 10 000 coureurs à chaque âge. Mais c'est marrant parce que c'est un autre monde. Même moi, j'ai pas accès parce que je j'ai pas d'attache en Chine et puis j'ai pas les réseaux chinois. Mais là-bas, il se passe. Et Kayla m'en parle aussi en me disant que en Chine, c'est monstrueux. Le trail, c'est incroyable, quoi. Franchement, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour, hein. Val, on a quand même bien balayé large là. Est-ce que tu voudrais, on va se diriger gentiment vers la fin de notre échange. Est-ce que tu voudrais aborder un point, un sujet, faire passer un message qui tient à cœur, par exemple? Ben, j'ai pas forcément de message à faire passer, si ce n'est que si mon travail vous intéresse, vous pouvez aller voir. J'ai 2 films qui sont actuellement sur Uptrack, donc la plateforme de streaming de sport outdoor. Donc mon film sur Sangue Sherpa, donc qui s'appelle Une vie de défi, qui dure 52 minutes. Et puis le film de Perrine, Contre la montre, qui est encore disponible sur Uptrack. Et puis après, mon actualité, c'est il y a la sortie du film sur Théo qui va bientôt sortir. On est en train de finaliser la version 3 et on va bientôt le sortir. J'ai aussi un autre documentaire qui va sortir sur le trail dans le Cotentin et puis quelques beaux projets l'année prochaine qui sont en train d'être confirmés là. Et donc, si vous avez envie de suivre mon travail, je poste quasiment tout sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà. C'est instant promo. Non, mais tout à fait, tout à fait. Est-ce que on a une vision de quand est-ce qu'on pourra voir, parce que je crois qu'on en avait parlé avec Théo sur le défi des 13 sommets la première fois. Est-ce que vous avez une vague idée? Là, ça va dépendre de lui, de moi aussi, parce que là, on est vraiment on est en train de finaliser les détails. Le 99% du docu est terminé. Je sais pas exactement comment lui voyait les choses. Soit ce sera sur Track, soit il voulait faire des séances au ciné. Je sais pas exactement. On en a pas trop discuté. Mais là, ce sera plus sur ses réseaux qu'il faudra les regarder parce que ce sera lui qui communiquera sur le film, voilà, je peux pas trop en dire plus. En tout cas, voilà, le film est bientôt terminé. Parfait. Et c'était une question que tu m'avais posée, mais j'avais pas répondu. C'est que ça prend beaucoup de temps. Ce genre de projets prennent beaucoup de temps. En fait, entre la phase de tournage jusqu'à la sortie du documentaire, ça peut prendre des mois et des mois. Là en l'occurrence, c'était le cas parce que le montage prend aussi beaucoup de temps pour ce genre de gros projets. Imaginons que je te demande de faire un exercice hyper compliqué pour qu'on puisse arriver à comprendre ce que ça représente. Le défi des 13 sommets en pourcentage sur le terrain,
et après le terrain. En termes de quoi? De temps? Ouais, de temps. Bah, c'est 40 heures de tournage. On va dire en amont, il y avait eu quelques réunions de préparation qui ont, allez, on va dire 2-3 heures de réunion, 40 heures de tournage. Et en montage, je crois que j'ai passé une semaine pour faire la version 1 tous les jours, à travailler peut-être 8 à 10 heures par jour. On va dire 4-5 jours d'affilée. Et après, ce qui est le plus long, en fait, c'est les modifications. C'est aussi Les tout ce qui est... Comment? Les allers-retours entre les différentes versions. Ouais, il y a ça. Il y a aussi, en fait, la phase de montage où vraiment on met les plans bout à bout. C'est pas ce qui est le plus long. Moi, je suis assez rapide sur ce côté-là. Par contre, c'est tout ce qui est la couleur, la musique, enfin vraiment bien joué avec la musique, le mixage. On appelle le mixage, le sound design, tout ce qui est aussi motion design. Donc, ça va être les cartes animées, les textes, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, des fois, on a l'impression d'avoir presque terminé. Et en fait, ce qui est plus long, c'est tous ces petits détails là et puis souvent on en a marre en fait parce que les musiques on les connaît par cœur, les répliques on les connaît par cœur. Moi mes films je peux te les réciter par cœur. Enfin le film sur Sanguet il dure voilà comme je disais 52 minutes. J'ai dû le voir 10 fois au cinéma, mais j'ai passé 4 mois à le monter. C'était vraiment très long parce que pour le coup c'était un gros projet et là j'en peux plus. Enfin vraiment je connais toutes les répliques par cœur. Et c'est toi qui fais tout le montage, tu es tout seul? Ouais, alors ça c'est pareil, bon, on pourrait en parler aussi plus longuement, mais il y a une blague entre les vidéastes. C'est souvent quand tu vois les génériques de films, t'as des milliers de personnes. Tu te rends compte que sur le set, il y avait, je sais pas combien, il y avait le couturier, le décor, le maquillage, les costumes, etc. Et bah nous, en l'occurrence, c'est surtout dans ces projets-là qui restent des petits projets dans le monde du cinéma ou de l'audiovisuel. Ouais, bah en fait, le générique est pas long. Générique, tu peux faire un long générique, mais tu auras toujours le même nom, quoi. Et des fois, je suis content de pouvoir rajouter des noms des gens qui ont participé et tout, juste pour faire un peu plus pro. Mais ouais, non, moi en tout cas, je m'occupe de ouais, quasiment tout, quoi. À part la partie motion design où je maîtrise pas trop tout ce qui est animation et tout, donc c'est souvent je sous-traite, mais sinon ouais, tout seul. Intéressant. Bon, eh ben écoute, c'était parfait, Valentin. On va passer aux questions rapides. Je sais pas si je pense que tu connais le concept. Hein. Des réponses. Alors attends, faut que je retrouve. Hop. Je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, il est là. Des réponses courtes, sans argument. T'es prêt? Parti. Ton plat favori après la course? Pizza. Boisson favorite après la course? Un verre d'eau. Je bois pas de bière après la course, ça me fait mal au vide. Ouais, non, de l'eau fraîche, ouais. Tu préfères le trail ou la course à pied? Le trail. Ah, voilà. Tu es plutôt minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Renfo ou apéro? Aucun des deux. Ah non, tu peux pas dire ça. Bah ouais, mais ouais, on va dire renfo, mais ça serait vraiment mentir, quoi. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Je crois connaître la réponse. La pluie. Ah, évidemment. Tu préfères les racines ou le verglas? Alors ça, est-ce que quelqu'un t'a déjà répondu verglas? Je crois bien. Les gens qui habitent dans la montagne. Ouais, racine. Tes prévisions de temps de passage, alors tu as répondu un petit peu tout à l'heure, c'est plutôt métronomique ou anarchique? Si j'enlève l'UTMB, ce serait plutôt anarchique, mais ouais, l'UTMB c'était métronomique. Trop. Mais bon, du coup non. Faudrait revenir un petit peu d'anarchie. Voilà. T'es plutôt cardio ou sensation? Sensation. Quand tu cours, t'es plutôt podcast? Attention à ta réponse. Hein. Musique ou rien du tout? Rien du tout. Ah, putain, ouais. Il y a quasiment personne qui me répond podcast. Je commence vraiment à m'inquiéter. J'écoute énormément de podcasts, mais pas trop en courant. D'accord. Tu es plutôt émotion sur la ligne de départ ou émotion sur la ligne d'arrivée? La ligne d'arrivée. Tu préfères courir seul ou accompagné? Seul. Tu préfères un très très beau résultat sur l'UTMB? Alors on va pas te définir lequel, hein. Un très très beau résultat ou un masterpiece de documentaire série, de docu-série. Elle est dure celle-là. Je dirais quand même une masterpiece sur ouais non allez je
Je suis dans ma période monteur vidéo, vidéaste, donc je vais dire une masterpiece. Ouais, super. Bon, merci en tout cas, Valentin, c'était hyper intéressant. Voilà, ça fait plaisir d'apprendre à te connaître. Pour pas trahir un secret, je trouve que tu es très très sympa. En dehors de tout ce qu'on peut voir de toi sur YouTube, etc. Les contenus que tu proposes sont de très grande qualité. Voilà, on voit qu'il y a du boulot derrière. Et tu l'as dit en longueur dans l'épisode. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Où est-ce qu'on peut te suivre du coup sur le réseau? Eh ben, merci beaucoup déjà pour les compliments. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram, donc val_orange _orange. Et sinon, YouTube, là, comme je disais tout à l'heure, je développe ma chaîne YouTube, et sur Optrack, la plupart de mes documentaires sont sur Optrack. Et merci à toi pour l'invitation. Tu as accompagné mes sorties en moto quand j'étais au Vietnam, je m'entraînais. Ça fait trop plaisir. En fait, quand j'habitais au Vietnam, pour les premières montagnes, donc j'habitais à Hanoï dans la capitale, et les premières montagnes, elles sont à 45 minutes, 1 heure de moto. Et donc je passais mon temps là-bas, et j'avais toujours 45 minutes ou 1 heure de moto tous les 2-3 jours pour aller là-bas. Enfin non, deux fois par semaine, on va dire. Et j'écoutais énormément de podcasts, et notamment le tien, donc ça me fait super plaisir de participer à ton podcast. Ça me touche beaucoup, Valentin. Merci, ça fait partie des compliments qui me vont droit au cœur. Merci énormément, et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite, que ce soit sportivement, professionnellement, et merci d'avoir été aussi transparent avec les auditrices et les auditeurs du LTP, et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Avec grand plaisir, merci à toi. À très bientôt, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Valentin Orange, que je remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous. Et moi j'ai passé un super moment, je sais pas vous, mais en tout cas c'était très agréable. Les Valentins sont décidément de très très bons invités pour le LTP, donc merci, et je te souhaite tout le meilleur, Valentin, pour la suite. Si tu souhaites suivre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Tu peux également me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Tu peux, si tu souhaites, aider le LTP en te rendant sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Ce sont les deux seules plateformes qui te permettent de noter le podcast. Et donc une petite 5 étoiles, un petit commentaire aussi, ça peut faire plaisir pour voir que le LTP fait réagir. Et puis si vraiment tu veux intégrer encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, cette magnifique communauté de soutien participatif, eh bien rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. À partir de quelques euros par mois, tu bénéficieras de contenu exclusif et tu intégreras vraiment une super communauté. Et d'ailleurs, je te laisse profiter de l'échange, de l'extrait que j'ai choisi, que j'ai sélectionné avec soin, qui a été relevé lors de la visio du mois de décembre. Allez, bonne écoute. Et n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut. Comment tu peux faire meneur d'allure de nuit, dans le froid, en trail, avec au milieu de centaines de personnes, et je comprends pas le concept en fait. Voilà, alors ils avaient des traits, physiquement c'était pas mal, parce qu'ils étaient en rose, c'était assez sympa, ils avaient des lumières dans le dos qui clignotaient. Donc j'en ai vu un moment où je lui ai demandé, elle était vraiment seule. Enfin, on n'est jamais seul dans la Saint-Élion, mais on n'avait pas l'impression qu'elle était avec d'autres gens. Et puis elle avait le temps de 13 heures accroché dans son dos. Et je lui dis comment ça se passe. Elle me dit ça va, c'est un peu dur en fait. On se rend pas trop compte si les personnes nous suivent ou pas, parce que finalement il y a tellement de monde à marathon. T'as le petit groupe des gens qui discutent, qui sont derrière le drapeau, le ballon. Tu vois bien qu'ils sont dedans. Là, comme c'est une longue ligne, tu sais pas trop. Et puis voilà. Puis elle me dit mais bon, on va voir. Mais là, je suis un peu perdu parce que on est 2 de plus. Moi, je fais le 13h et je sais que derrière moi, il y a le 12h30 et 12h. Il faut faire. C'est génie. Nico, faut faire la Saint-Élion. C'est génie, putain, c'est génie. Bertrand. Je n'attendais pas autant que ça. Voilà. Et là, j'ai dit, bon, je comprends. Puis voilà. Tu m'as tué. Et là, voilà. Le meneur d'allure qui est en avance sur ses copains. Oh putain, exactement. C'est génie. Je dirais, je comprends. Oh putain. Et donc, il y avait un meneur d'allure par demi-heure, si j'ai bien compris. Ouais, exactement, mais je crois qu'ils sont pas arrivés dans le bon ordre.
C'est peut-être toi qui étais en retard, hein. Elle n'est pas elle en avance. Hein.